Car des salles de cinéma au cinéma, il y en a beaucoup, il y en a tellement. Des salles publiques, ou des salles privées, des salles modestes, ou des multiplexes, des salles d'hier, ou des salles de demain, des salles plutôt réceptives, ou des salles nettement moins, des salles silencieuses, ou des salles bruyantes, et même très très bruyantes, bref, des salles de cinéma en veux-tu en voilà, de quoi donc faire un petit point sur la question. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans The Cinema Show. Ça fait plaisir de vous retrouver totalement déconfiné. Ce soir, on a débuté avec un extrait de Blow Up qui consacrait il y a quelques années un de ses montages aux salles de cinéma au cinéma. Ah, la salle de cinéma, hein, elle nous aura manqué pendant plus de 3 mois. Ses ambiances, ses histoires, ses émotions. C'est avec un plaisir certain que l'on pourra la retrouver lundi prochain. Qu'elle soit petite, grande, indépendante, en multiplex, la salle de cinéma recouvre toutes sortes d'anecdotes. C'est donc dans ce contexte inédit qu'est apparu le sujet de cette émission hors série sur nos expériences, nos sensations en salle, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pour évoquer ces expériences en ma compagnie, Raphaël, Marie, Gaël et Vincent seront présents. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au programme de la soirée, des chroniques ou des discussions sur ces expériences, une carte blanche sur le sujet et le quiz de The Cinema Show. Mais avant de débuter ce large programme, on n'oublie pas nos traditionnelles news de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au sommaire des news de la semaine, le Mercato, un film qui s'emporte avec le vent, une polémique à New York et des sorties décalées. Alors, pas énormément d'infos Mercato cette semaine. On a tout de même appris que Viggo Mortensen allait tourner à nouveau sous la caméra de Peter Farrelly après Green Book, adapté du livre The Greatest Beer Run Ever, A True Story of Friendship Stronger Than War. Oui, c'est un long titre. Le film narrera l'histoire vraie d'un homme qui voulait, en 1967, retrouver ses amis d'enfance autour d'une bière, sauf que ses amis étaient en service au Vietnam, et alors il décide d'aller les rejoindre pour boire cette bière. Voilà, et c'est une histoire. On dirait un peu Drunk avec Mads Mikkelsen en fait, là. L'alcool est au centre du film. Alors, est-ce que ce petit pitch, ça vous tente ou pas? Pas plus que ça. Ouais, moyen. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Il y a Viggo. Bien sûr. Après, c'est peut-être juste le pitch qui est dit comme ça, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça, j'imagine. Ouais, c'est possible. J'espère. Pas tant. Ouais, mais on dirait en fait, c'est vraiment une bière au Vietnam. On dirait un retour aux sources de Peter Farrelly. Ouais, dans la comédie. Ouais. Ah ouais, moi je sais pas, je me dis ça a l'air d'être dramatique, je sais pas pourquoi. Bah à mon avis, ouais, c'est dramatique. Moi j'ai l'impression que ça peut passer à. C'est vrai que le pitch pourrait faire croire à une. Oui. Mais ça peut passer à une histoire vraie là, le pitch de David Lynch. Ah. Ce qui donne pas du tout envie vers la comparaison. Ça c'est vrai. Non mais là c'est pendant la guerre du Vietnam et tout. Ouais, mais quand même le fait d'avoir un seul objectif comme ça, j'ai l'impression que ça va être très épuré, donc je sais pas. Très bien. Bon, on passe à la seconde news. Vous en avez sans doute entendu parler et on se devait d'en parler cette semaine dans la foulée du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. La plateforme HBO Max, liée à la Warner, a décidé de retirer le classique de 1939
Autant en emporte le vent, pour le remettre d'ici quelques temps avec un message d'avertissement pour recontextualiser le film dans son époque. HBO Max explique à propos du film de Victor Fleming dans un communiqué. Autant en emporte le vent est le produit de son époque et dépeint certains stéréotypes raciaux qui malheureusement étaient communs en Amérique à cette époque. Ces représentations racistes étaient mauvaises, alors elles le sont et elles le sont toujours aujourd'hui. Ces représentations sont contraires aux valeurs de Warner Media. C'est pourquoi, lorsque le film sera de retour sur HBO Max, il le sera accompagné d'une discussion sur son contexte historique et une condamnation de ces représentations. Il sera cependant présenté dans son intégralité, puisque faire autrement équivaudrait à faire croire que ces préjugés n'ont jamais existé. Si nous voulons créer un futur plus juste, équitable et inclusif, nous devons d'abord comprendre et accepter notre histoire. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution d'avoir fait ça, du coup ? Oui, déjà, je pense que c'était nécessaire de oui, il était temps quand même. le retirer, ouais, c'est ça. Et puis rajouter un message, oui, ça a du sens. Et c'est ce qu'ils ont fait, Disney et je crois Warner, pour des dessins animés, mais pour des films, en fait, c'est rare, je trouve. Il y a eu une polémique en 2017 pour le même film à Charlottesville, parce qu'il devait être vu en salle en 2017, mais la projection a été annulée. Mais je crois que ça a été juste annulé au Grand Rex. Une projection qui devait avoir lieu au Grand Rex, ouais. Elle a été annulée aussi. Ouais, mais pardon, vas-y. J'ai l'impression que leur message, par contre, c'est un peu... En vrai, il faut le montrer en entier pour pouvoir comprendre. Je pense que c'est... Non, il faut le montrer en entier pour pas que... Enfin, en gros, je pense que c'est une question de... Ils veulent pas le supprimer complètement et ils arriveraient pas à assumer de se dire, bon, bah, on l'enlève complètement. Du coup, je pense que c'est en tout cas le message là qu'ils disent quand tu as cité Simon. Je pense que c'est quand même une excuse... Enfin, il n'y a pas besoin de le voir pour se dire ah oui, c'est vrai qu'on était raciste à une époque, je pense pas. Mais moi je suis d'accord qu'il faut le laisser. Moi je suis d'accord sur le truc que pour qu'on soit un truc plus juste dans le futur, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé. Oui, mais d'un côté, s'il n'avait pas existé, on arriverait à se dire bon, bah là on est des gros racistes aussi, tu vois. Mais c'est une trace aussi de l'histoire, comme il y a eu des livres qui étaient traces de ce qui s'est passé avant ou des représentations picturales. Oui, mais il y a d'autres traces, tu vois, il n'y a pas que ce film, mais en même temps, c'est un film tellement. C'est bien. Enfin, c'est une adaptation, je crois, une autre, Margaret Mitchell, j'ai vu. Oui. Et en fait, elle est. Elle est raciste de base. Hein. Oui, elle est raciste, mais j'ai vu il y avait un article de Slate qui est sorti, qui apparemment, c'est un film plus féministe des années 60. Enfin, des années 60, des années 30. Quoi ? Oui, pardon, des années 30. 1930. Ouais, mais pardon. Et en tout cas, non, mais. Du coup, non, parce que le livre. Toi, tu parles de la date de sortie en France. Je sais pas pourquoi, mais. Non, mais il est sorti plus tard en France. Pour te dire que vraiment le livre, non, c'est peut-être parce que j'ai vu un truc où parlait des années 60 où le livre était cité comme le livre préféré des Américains après la Bible, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un truc tellement important là-bas que ça serait bizarre. C'est le plus grand succès de tous les temps de l'histoire du cinéma si on compte l'inflation. Oui. Donc, ça veut dire que la majorité des personnes à l'époque aussi avaient vu ce film et que c'était un événement. Et puis l'ironie, c'est que c'est le premier Oscar pour une actrice noire, je crois. Ouais. Mais il y avait un article aussi là-dessus, il y a pas longtemps, j'ai vu, où ils démontraient que Autant n'emporte le vent, c'est beaucoup de paradoxes, parce que tu le disais, à la fois féministe, mais en même temps hyper simpliste dans son propos. À la fois, il a fait avancer la cause des Noirs, parce qu'il y a eu un premier Oscar, tout ça, un rôle important. Voilà, et en même temps c'est hyper raciste, tu vois, donc c'est un film compliqué, bizarre. Qui l'a vu autour de la table d'ailleurs? Moi. Non. Toi tu l'as vu? Que toi, Raphaël Vincent? Non. Ouais, moi je l'ai vu, je l'ai vu, c'était... Ouais. Mais moi j'avais pas vu que c'était raciste, parce que j'étais sûrement très raciste aussi quand je l'ai vu. Du coup, j'ai pas... Moi je me suis dit c'était raciste, mais... Le mec fait c'est bon quoi, t'étais déconstruit, c'est bon. Ouais. Pas moi. Mais après c'était hyper impressionnant, comme je disais encore à Gaël, genre c'est un film 1939, mais tu pourrais croire il a été fait dans les années 60. Mais il est sorti dans les années 50 en France pour ça. Oui, parce que à cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est parti du plan Marshall, tu vois. Mais tu vois, pour le coup, moi je trouve que c'est un film qui prend le parti. Enfin, j'ai lu l'histoire, mais je me dis ça prend le parti du sud du coup des racistes. Mais est-ce que le film en lui-même glorifie ça? Je sais que oui. Mais tu vois, est-ce que tu peux pas avoir la distance maintenant, tu vois, c'est 60 ans après? Est-ce que si un film raciste sort maintenant, c'est plus gênant, tu vois? Là, il est tellement vieux que t'as la distance en te disant, bah ouais, mais c'est chelou, quoi. Mais ça reste quand même le film le plus oscarisé qui existe.
Je pense qu'ils se sont sentis très bêtes parce qu'ils se sont rendus compte maintenant, alors que ça fait des années qu'on le dit que l'autrice était raciste, que le livre est raciste, que le film est raciste, ils se sont rendus compte maintenant, ils font ah mince, là faut qu'on fasse quelque chose. Alors que ça fait des années qu'on sait que c'est une histoire raciste, mais ça reste le film le plus oscarisé de tous les temps et un des plus gros succès. C'est l'identité américaine. Et du coup, je suis d'accord avec toi, Gaël, je pense que c'est un message un peu hypocrite parce qu'ils se disent on va quand même pas l'enlever, c'est un des plus gros succès qui ait jamais existé quand même, et faut que ça fait partie de l'histoire du cinéma, tout ça, mais. Je pense que oui, je pense qu'il était temps moi, pour de le dire parce que c'est bien de remettre les choses en perspective parce que bon, ça fait des années qu'on dans toutes les écoles on entend emporte le vent, un des plus gros films qui existent et on dit rien sur cet aspect très raciste de l'histoire. Mais on est d'accord que c'est le même réalisateur que Magicien d'Oz. Ouais, mais en vrai, il a rien fait dans le film, c'est ce que je me dis, tu vois, t'es obligé d'annuler plein de trucs, tu dis ah mais le mec était raciste, mais du coup, si tu fais ça, tous les films des années 50, enfin avant les années 50, tu les squeezes quoi, donc autant garder les traces. Ouais, squeezons-les. Tu les squeezes. Ouais, qui mérite, hein. Très bien. Bon, en tout cas, ça fait parler. Ça fait débat. Ça fait débat. Après, autant n'importe le vent, on passe à un autre débat, une actu chaude du cinéma qui a fait aussi pas mal jaser. En pleine promotion pour son film Netflix Da Five Bloods, qui l'a vu d'ailleurs autour de la table pour l'instant, personne. Non. Spike Lee, du coup, s'est exprimé sur Woody Allen et spoiler, ça va pas vous faire plaisir. Voici ce qu'il a dit. Je voudrais simplement dire que Woody Allen est un grand réalisateur et le mettre au placard n'est pas mérité. Et je crois quand on aura du recul et on se rendra compte que je ne crois pas qu'on puisse effacer quelqu'un et faire comme s'il n'avait jamais existé comme ça, à moins de le tuer. Woody est un bon ami, un fan des Knicks comme moi, et je sais qu'il traverse un moment difficile. Alors déjà, je savais pas qu'être fan des Knicks, excusait tout. Et je pense d'ailleurs que Spike Lee lui-même a senti la connerie qu'il venait de dire, puisque très rapidement, le cinéaste a réagi en tweetant « Je m'excuse platement, mes propos étaient déplacés. Je ne tolère et ne tolérerai pas le harcèlement sexuel, les agressions ou la violence. De telles actions provoquent de vrais dégâts qui ne peuvent être minimisés. » Alors, est-ce que ces excuses sont suffisantes pour vous ? On vous rappellera aussi que l'année dernière, il était le parrain de Nate Parker à la dernière Mostra de Venise, le réalisateur de The Birth of Nation, qui était lui-même au cœur d'une affaire de viol qui a jamais été résolue. Voilà, donc est-ce que ça c'est assez est-ce que vous voulez réagir sur Spike Lee ? Je pense que c'est des excuses très hypocrites parce que il a juste su qu'il allait se faire lyncher après. Oui, il y a 10 ans, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'excuses. Si Woody Allen, c'est son ami, machin, ça va pas changer du jour au lendemain parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait une connerie. Donc, à mon avis, c'est juste très très hypocrite et il veut aplanir les choses, mais bon, voilà. Je crois pas une seule seconde. Et en plus, s'il y a des gens, enfin des acteurs, ils sont jeunes, mais Timothée Chalamet, Elle Fanning, ils étaient dans son dernier film, tu vois. Enfin, je me dis, quelqu'un qui a plus de 60 ans. Il y a Alec Baldwin qui l'a défendu aussi. Mais oui, mais c'est sûr, la plupart des gens aux États-Unis adorent Woody Allen, évidemment. C'est même pas choquant. Enfin, c'est choquant, c'est même pas surprenant, je veux dire. D'autres réactions ? Non ? Ça va. Bon, alors on va finir par des annonces plus légères et même plutôt positives, puisqu'après avoir attendu pendant longtemps le coup près, je suis heureux de vous annoncer que Tenet sortira bien durant l'été. C'était pour la Warner une sortie très importante et la Major a énormément bataillé pour faire du nouveau Christopher Nolan une sortie de l'été malgré la crise du coronavirus et même après maintenant les mouvements qu'il y a aux États-Unis, Black Lives Matter. Et c'est chose faite du coup, alors ce fut non sans mal une victoire puisque la date de sortie du film a quand même été décalée de 2 semaines aux États-Unis où il sortira le 31 juillet. En France, il n'y a aucune information qui a été encore dévoilée, la date de sortie initiale étant le 22 juillet. Je pense qu'ils vont quand même la bouger pour la rapprocher des États-Unis, sinon on aura vraiment une avant-première de ouf. Parce que souvent les films Marvel on les a un peu on les a genre 2-3 jours avant vu qu'en France ça sort le mercredi et aux États-Unis le vendredi. Alors par contre pour Wonder Woman 1984, la suite du premier Wonder Woman toujours chez Warner, sa date de sortie a encore été décalée passant du 12 août aux États-Unis au 2 octobre pour se placer face aux autres films Marvel. The Eternals qui va sortir à ce moment-là. Non, Black Widow maintenant. Voilà. Chez Disney, on tient d'ailleurs toujours à Mulan, dont la date de sortie n'a pas bougé, toujours le 22 juillet en France.
ça sera, si ça ne bouge pas, la première sortie d'un gros film post-Covid-19. Des attentes autour de ces films. N'importe quel film est possible là. Ouais, ça va être tous les films. Tout en ce moment, à partir de lundi prochain, c'est bon. Okay. Après, je me dis, tu vois, tous les films en général sont faits dans le stress. Enfin, je sais plus, la dernière fois on regardait un truc sur le Hobbit et tout, mais toutes les grosses productions, est-ce que là, pour le coup, ils vont pas avoir plus de temps du coup en disant, bah, le montage, on peut le refaire à distance et tout. Donc peut-être pas. Ça sera de meilleure qualité. Ça sera de meilleure qualité, tu vois, parce qu'il y a certains films qui sont ratés à cause du temps de préparation. Là pour le coup. Ouais, mais je pense que ça sera que pour alors les sorties qui étaient prévues là tout de suite, parce que les films qui étaient prévus dans plus longtemps, ils devaient tourner, mais par exemple le tournage a été arrêté, donc ils vont devoir plus tard. Attends, je sais pas, Mission Impossible par exemple. The New Mutant. Ça ils auront le temps. Franchement, si le film est mauvais, ils auront pas d'excuses. Ouais, mais ils l'ont bien recoupé et tout, ce qui paraît. Même le réalisateur limite ne veut plus en entendre parler. Mais les dernières images qui sont sorties, elles sont pas belles. Ça sera sur Disney Plus du coup. Je crois que c'est ça. Okay. La finalité. Et on verra bien. Après les news, il est temps de passer à notre partie spéciale, nos meilleures et pires expériences en salle. I know what the trouble with you little fish ain't. You ain't got no school spirit. Entering high school, we love you ever so grand. We will always be so loyal to the man. Whether in defeat or victory, we will always be true. Entering high school, we love you and we'll fight for you. You need a haircut. When we say goodbye, don't be angry. Hey, come on, Jimmy Sue, we're hungry over here. I'm coming. Hold your horses. When you're gone, yet I'll dream a little. Uh-oh, better watch it. Here comes your mama. Now and then, there's a fool such as I. JC, we're having supper at home tonight. I expect you there in 15 minutes. You hear? Okay, Mama. I was just giving the boys a ride. Hey, Adeline. And now you say that we are through. I'm a fool, but I'll love you, dear, until the day I die. Now and then, there's a fool. Ce que vous venez d'entendre est une scène de l'excellent film de Peter Bogdanovich, vous l'avez tous reconnu, La dernière séance, sorti en 1971. Peter Bogdanovich, je connais très bien. Non, pas Eddie Mitchell. Film qui raconte l'histoire d'une petite ville de l'Amérique profonde dans les années 50 et qui a notamment révélé au grand public des acteurs comme Randy Quaid, Ellen Bernstein ou encore Jeff Bridges. Et pour débuter nos chroniques sur nos expériences en salle, je laisse la parole à Marie. Vas-y Marie. C'est toi Marie. Je m'y attendais pas. Marie. Je m'y attendais pas. Alors, moi je vais faire une chronique en 2 parties. J'ai longtemps réfléchi à ce que je pouvais raconter sur mes expériences en salle, sachant qu'il y en a énormément avec vous en plus. Et oui. Et c'est vrai qu'on vit pas mal de grandes aventures dans ces salles, donc je vais vous parler et des expériences marrantes, un peu voilà. Et après, cocasses que vous reconnaîtrez certainement. Puis de choses moins de l'envers du décor, si je puis dire. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses que je pourrais dire. Parce que tu as travaillé en cinéma. J'ai travaillé en cinéma pendant 2 ans. Et je sais qu'on voit des choses dans les cinémas quand on est de l'autre côté du miroir. Et donc déjà je commence par mes bonnes expériences. Ou en tout cas mes expériences fun. Pas forcément que les films sont bons, mais que les expériences sont drôles. Notamment beaucoup d'expériences de films très mauvais où on a énormément ri. Je pense notamment au Bonhomme de neige où pour le coup toute la salle était captivée parce que c'est un thriller quand même
extrêmement froid, extrêmement... c'est censé quand même être un peu gore, triste. Il y avait vraiment que nous dans la salle qui rigolions comme des fendus, je dirais. Waouh. Et je me souviens très bien que les gens nous regardaient quand même un petit peu du coin de l'œil parce qu'on n'arrêtait pas de rire. Chose qu'on a réitérée pour tout ce qui nous reste de la Révolution. Je pense qu'on n'a jamais autant ri devant un film que dans cette salle et tout le monde nous regardait aussi de manière très méchante. Moi, c'est surtout... Je pense que c'est les expériences que je retiens le plus parce que notre état d'esprit et nos réactions sont pas du tout en accord avec le film qu'on regarde et c'est là qu'on voit que le cinéma peut provoquer des émotions très particulières quand on est en salle. Parce que je pense pas qu'on aurait réagi pareil. Non, Bonhomme de Neige, si on l'avait vu chez nous dans la télé, on aurait fait juste fait. Mais là, c'est quand même une ambiance particulière la salle. Mais d'être avec les gens et tout, et de voir que les gens pensent pas du tout comme toi, réagissent pas comme toi, et que toi t'as juste envie de te fendre de rire et que les autres sont hyper captivés. Enfin, c'est juste des expériences extrêmement drôles, je trouve. Et j'ai repensé aussi à cette fameuse séance de A Ghost Story. Parce que quand même, il faut en parler, c'était quand même quelque chose. Mais c'est une expérience assez particulière parce qu'on avait vu, je crois, 3 films avant. Ouais, on avait vu le matin Tout l'argent du monde, voilà. On avait enchaîné sur Logan Lucky, voilà. Puis Florida Project. Que des films que j'ai moyennement aimés, surtout The Florida Project, j'ai détesté. Et va enchaîner avec A Ghost Story juste après The Florida Project, c'était terrible. 22h là. Et je pense que ça a été nerveux, le fou rire a été nerveux devant cette fameuse scène de la tarte qui dure 10 000 ans, là, forcément on a ri. Voilà, la tarte, tu sauras quelle. Je saurai la tarte. Dès que tu verras une tarte. La tarte, fou rire. Voilà. Mais, je dis ça parce qu'on a quand même passé une séance extrêmement éprouvante à regarder ce film. Et tout de même, en sortant de la salle, ça a commencé à travailler dans ma tête. Parce qu'on revient quand même sur ce qu'on a vu et on se dit... quand même, il y avait un propos dans ce film, il y avait... je sais que c'est un film qui m'a vachement travaillé à partir du moment où je suis sortie de la salle et où j'ai repensé à ce que moi, il m'avait déjà travaillé pendant, comme tu le sais, hein, je pensais à ma liste de courses, donc... Oui, c'est vrai, mais c'est pas le même travail, pour le coup, mais c'est vrai que c'est une des expériences les plus particulières parce que je sais que j'ai détesté regarder ce film en salle, mais que je l'ai aimé post-salle. En repensant à ce que j'avais vu et à ce que ça avait provoqué dans mon esprit. Ça vous est arrivé, à vous, autour de la table, de détester un film en salle et ensuite, en ressortant, de vous dire que détester peut-être génial. Pas, mais ça m'est arrivé de me dire « oh, moyen » et finalement de dire « ah non, en fait, t'es super bien » après, ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs qui impriment ta rétine, mais sur le coup, t'as l'impression... En fait, c'est souvent, alors personnellement, c'est souvent les films très longs. Parce que T'es pas le mouille, hein, je te le dis. Non mais quand tu vis le film, t'es vraiment dans une expérience qui est sans fin, alors que quand tu repenses à un film qui est très long, finalement il fait 5 minutes dans ta tête, t'as du mal à te représenter le temps. Et par exemple, moi ça me fait ça avec les Scorsese, et pour le coup tu vois, le dernier Scorsese qui était sur Netflix, j'aurais pas cette expérience en salle a posteriori en me disant finalement dans la salle j'ai pas trop aimé le moment parce qu'il était très long. Mais le film est de qualitatif. Pour toi, ça sera toujours le même moment. Surtout que je l'ai vu en plusieurs fois, tu vois, alors que voilà. Ouais. Et le silence de Scorsese, ça m'a fait ça. Vincent ? Moi, ça m'avait déjà fait ça, mais pas vraiment sur un film en salle, mais sur un film parce que j'avais mis du temps à le comprendre. En fait, simplement, c'était Mother. Je l'ai vu, j'étais en mode qu'est-ce que je viens de voir, et puis tu réfléchis, tu fais mais c'est ça fait travailler à posteriori. C'est bien en fait. Oui, c'est ça. Moi je trouve que les... vas-y. Non, et je disais parce que moi aussi j'ai eu le même cas pour Mother, mais c'est parce que j'ai pu en parler avec des gens alors que tu peux pas en parler pendant le film ou alors c'est chiant vraiment. Voilà, c'est ça. Et je trouve... si tu regardes Bonhomme de Neige là tu... Oui voilà. Pendant le film c'est ça qui est chiant, c'est que tu peux pas avoir l'avis des autres et l'opinion, enfin le point de vue des autres alors que tu peux l'avoir à la fin, du coup à la fin tu te dis mais oui j'ai pas compris ça et voilà. Mais après c'est marrant aussi ce suspense de partager une séance avec d'autres personnes et d'avoir leurs avis à la fin. Oui, aussi, puis toutes les réactions, c'est vrai que ça apporte quelque chose en plus. Enfin, je sais qu'il y a des films que j'ai vus en salle où j'ai eu des réactions très particulières, où j'ai vécu des choses très particulières que j'aurais jamais vécues si je les avais vues chez moi dans mon canapé, quoi. Mais bon voilà, donc c'était mes expériences. Mais celles qui m'ont le plus marqué, voilà, c'est celles où on s'attend pas à réagir comme ça devant ces films-là. Mais du coup, passons à l'envers du décor. Et parce que l'expérience en salle, c'est aussi prendre en compte le fait qu'il y a des gens qui travaillent pour ces cinémas, qui gèrent ces salles et qui vivent des choses, grâce aux spectateurs. On va pas dire esclaves, j'étais payé quand même, mais voilà.
Mais c'est vrai qu'en ayant travaillé 2 ans pour Gaumont, c'est une expérience de salle, de travailler pour les salles, parce que par exemple, j'ai plein d'anecdotes différentes, mais grâce à cet emploi, je me suis spoilée, moi, Daniel Blake, parce que je suis rentrée trop tôt dans la salle pour la nettoyer et que j'ai vu la fin, par exemple. Ouais. C'était pas une grande perte. Oui, mais bon, je m'attendais quand même pas à ça. Par exemple, voilà. Ça peut être pire. Ou alors, je me suis traumatisée parce que en devant aller vérifier la température d'une salle, je suis rentrée dans la salle de Jigsaw et que j'ai vu une scène absolument abominable. Et je m'attendais pas non plus à ça. Tu travailles, t'es tranquille, tu fais tes petites salles et tu tombes là-dessus, tu fais bon. Voilà, ça permet de voir des bouts de films. Moi, j'ai eu des expériences de bouts de films en salle grâce à Gaumont. Des films que je n'ai jamais revus après, du coup, forcément, parce que voilà, quand tu te spoil des scènes, bon. Et forcément, les expériences les plus marquantes, c'est les expériences avec les spectateurs et avec l'héritage qu'ils laissent dans les salles, finalement, si je puis dire. C'est poétique pour... Je pense notamment à l'héritage matériel, parce que... Il y a des fois des héritages spirituels. C'était des pourboires. Ouais, ils ont laissé des téléphones que t'as récupérés. Une expérience spirituelle que je pourrais raconter. Les expériences matérielles, je parle évidemment des déchets que les gens laissent dans les salles et qu'on est obligé de nettoyer. Classique. Mais il faut que je rappelle quand même que c'est pas dans notre contrat de faire le ménage dans les salles. On le fait juste parce qu'on sait que les gens sont sales. Donc c'est quand même incroyable de s'auto-alimenter notre emploi parce que c'est ça. Bon. Donc si je peux te dire quelque chose aux spectateurs, mangez proprement s'il vous plaît, et il y a des poubelles dans les salles, voilà. Bon, je travaille plus pour eux mais quand même ça m'énerve. Et une expérience spirituelle, c'était avec un enfant, figurez-vous, en lien avec cet héritage matériel bizarre. C'est-à-dire qu'un jour où je suis allée nettoyer une salle, un film pour enfants, les films pour enfants et les films d'horreur c'est les pires salles à nettoyer, voilà, il faut le savoir, c'est les pires. Un film pour enfants... quand tu commences à travailler chez Gaumont, tu sais, c'est dans les mais quand tu rentres dans une salle et que sur chaque siège tu bois du popcorn ou un pot de popcorn qui est pas à la poubelle, mais sur chaque siège, déjà t'as envie de pleurer. Mais là, un enfant tout mignon qui prend son pot, qui va le mettre à la poubelle, tu fais oh c'est beau. Et sans faire exprès, il se prend les pieds l'un dans l'autre et il fait tomber son pot de popcorn et tu dis, et il fait pardon madame, je suis désolée, et il commence à ramasser un par un ces petits popcorn pour mettre dans la poubelle, et là sa mère arrive, lui tape sur la main et lui dit c'est son boulot. Et que le gamin te regarde avec un air je suis désolée madame, et que la mère n'a absolument rien à foutre, prend son gamin, part, et toi t'es là, tu fais du coup c'est son fils qui éduque sa mère du coup ça. En tout cas il essaye, mais il avait 5 ans, hein, 5-6 ans, mais la mère a été trop forte pour le coup. Mais voilà, enfin il y a eu une connexion avec cet enfant, je l'ai senti, et une connexion brisée par sa mère qui m'a remis à ma place finalement. Il est peut-être devenu super con du coup. Ou alors peut-être qu'il a monté un syndicat pour les employés de Gaumont, je sais pas. Donc ça c'était le spirituel, maintenant on veut du physique, nous. On veut du caca, des trucs comme ça. J'ai ramassé du vomi, j'ai trouvé des préservatifs usagés, j'ai trouvé des bouteilles de champagne à moitié pleines, des soutiens-gorge. Est-ce que tu te souviens de certaines séances qui précédaient ces ramassages? Est-ce que par exemple le champagne c'était après Daniel Blake? Le champagne, non, le champagne c'était 50 nuances degrés. Ça pour le gorge aussi. Les préservatifs aussi du coup. Oui. C'est-à-dire que les gens ils baisaient devant quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas j'ai trouvé des restes quoi. Voilà, peut-être que la personne était seule, hein, j'en sais rien, mais. Juste il mettait un préservatif sinon. Usagé quand même. Vous voyez qu'il y avait des. Voilà. Sinon les pires salles où on trouve des trucs terribles, mais genre tout ce qui est Fast and Furious, Triple X là, je sais plus comment ça s'appelle, tous les gros films comme ça, voilà, ça c'était parce qu'en plus les génériques sont très très longs, il y a des scènes post-génériques et du coup je me retapais la même scène post-générique en boucle, enfin ça te prend la tête quand même un petit peu, hein, ça prend la tête. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé un sac qui a donné lieu à une petite alerte à la bombe parce que le sac était plein et c'était en pleine période d'attentat, post-attentat, donc obligé de fermer les salles, d'appeler l'agent de sécurité qui désamorce lui-même parce que nous on n'a pas le droit de toucher. Il sait pas ce qu'il veut dire. Il n'y avait pas de bombe, c'était un sac oublié, juste, voilà. Et la pire expérience, j'étais pas dans la salle, j'étais en caisse. Mais la salle, oui, c'est vrai que l'alerte à la bombe c'était pas grave. C'est une autre alerte à la bombe, mais un peu plus grave. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez comment est fait le Gaumont, si vous voulez forcément. Comme en multiplex. Et les caisses sont devant les salles, mais nous on est aux caisses et on voit pas ce qui peut se passer derrière dans le cinéma.
Et j'étais à la caisse et j'étais en train de vendre une place à quelqu'un, à une femme avec son enfant. Et d'un coup, j'ai vu courir, débouler 500 personnes, l'entièreté de la salle IMAX, courir vers l'extérieur en hurlant. Il y a une bombe, ils hurlaient et ils ont tous foncé dehors vers les trams. Mais 500 personnes qui courent en même temps, c'est extrêmement impressionnant. C'est la scène du Roi Lion. Donc je me suis retournée, je savais pas quoi faire. Nos supérieurs nous ont dit, vous restez à vos postes, vous ne bougez pas. Donc déjà c'est un peu stressé. Et le temps que je me retourne, la femme à qui j'avais pris la carte bleue quand même avait disparu avec son gamin en mettant sa carte bleue. Elle était partie en courant parce qu'elle avait eu peur quoi. Ouais. Et en fait seulement parce qu'un gars était rentré dans la salle en criant quelque chose, en criant le prénom d'un mec, les gens avaient cru que la personne faisait un attentat. Et toute la salle s'était vidée en une fois et on avait vraiment cru que le cinéma allait exploser ce jour-là. Et c'était marquant parce que j'étais pas dans la salle, mais j'ai vu une salle se vider entièrement en l'espace de 10 secondes. Et ça fait quelque chose. Que pour lui, en fait. Non, en fait, a priori, il cherchait un de ses potes. Il est arrivé en retard, il cherchait un de ses potes. Et il a C'était un prénom arabe. C'était un prénom arabe, oui, c'était un prénom arabe. Et les gens, il a juste dit Momo en fait. Momo, t'es où? Je sais pas, mais. Et après, tous les spectateurs qui reviennent, est-ce qu'on peut avoir des places gratuites pour. Non, évidemment. Pas partir. Mais non, mais surtout le Gaumont a relancé le film quand même, pour être sympa, pour recommencer la séance. Et les gens ont plus voulu revenir, ils avaient super peur et tout. Et voilà, c'est des expériences un peu particulières. Mais c'est des expériences qu'on peut vivre qu'en salle du coup. Franchement, si vous voulez des sensations fortes, venez en cinéma. Hein. Vous pouvez vivre des trucs. Sauf s'il y a un terroriste qui rentre chez toi. Et... chez toi particulièrement, quand même, faut vraiment pas avoir de bol. Hein, mais. Tu regardes un film? Mais voilà. non mais voilà, c'est des choses qu'on peut vivre qu'en salle. Et qu'en travaillant aussi au Gaumont, hein, pour le coup, mais c'est à vivre. C'est beau, Marie. Et voilà, le message à passer, c'est soyez attention propre. Au film d'horreur pour enfants. Éduquez bien vos gamins, s'il vous plaît. Il y a des gens qui veulent revenir sur les expériences de Marie ou ça va l'air fun, hein. Ça donne envie de travailler avec toi. À posteriori, tu rigoles, mais sur le coup, parfois tu rigoles pas du tout. Très bien. On va enchaîner avec Vincent. Et bon, alors mon petit doigt me dit qu'on va parler d'Inglourious Basterds. Est-ce que je prends des risques? Même pas. Pourtant, j'avais parié dessus parce que c'était une séance particulière. Oui, c'était. Non, mais je vais aller. Allez, dis-nous. À tout le monde de savoir. Non, parce qu'en fait, je voulais parler. Bon, on va commencer par Inglourious Basterds. Allez, vas-y. Bon, Inglourious Basterds, en fait, c'est. Explique-nous le pourquoi du comment. C'est la séance qui m'a fait vraiment vouer un culte à Tarantino. Parce que c'est la séance où j'y suis allé en sachant absolument rien du film. J'avais même pas vu l'affiche. Enfin, j'étais un petit enfant, un petit collégien. Duquel les parents aimaient Tarantino et du coup ils m'ont dit viens on va voir un film, j'ai dit ah oui on va au ciné c'est cool. Il faut dire que tu fais toujours pour les Tarantino, oui. Du coup tu peux rien regarder. Ouais, ça t'a éduqué à ça. Un petit collégien qui connaît rien. Et du coup donc je suis allé voir Inglourious Basterds de Diago, c'était avec mes parents et j'avais aucune idée de ce que j'allais voir et en fait c'est la meilleure séance de ma vie parce que c'était justement un film trop bien et je savais pas à quoi m'attendre et du coup j'étais tout le temps surpris parce que je savais même pas que ça parlait de la Seconde Guerre mondiale donc j'étais en mode ah trop bien c'est en plus c'est nouveau et tout comme approche machin, enfin ça m'avait trop fasciné et du coup depuis je ne veux plus savoir rien sur les films que j'ai envie de voir, notamment j'ai eu peur tout à l'heure pour Tenet qui traîne mais non moi il y aura pas de. Est-ce que t'es au courant de rien sur Tenet? Ouais je suis au courant de rien du tout sur Tenet. C'est fou. Parce que c'est une expérience vraiment particulière de pas apprendre, mais est-ce que du coup à chaque fois t'as la surprise? Tu trouves que t'as toujours cette surprise que t'as eu avec Inglourious Basterds ou pas? C'est ça, quand j'arrive à vraiment ne rien connaître d'un film, carrément. Ouais, tu savais malheureusement qu'il y avait Patrick Timsit dans Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, par exemple, on l'avait spoilé. Ça c'est chiant ça. Oui, voilà. Bah oui, évidemment. Forcément. Mais du coup, voilà. Maintenant c'est comme ça que j'aime voir les films, mais je le fais pas pour tous les films. Et donc Tenet, tu sais pas qui joue dedans? Je sais ni qui joue dedans, ni de quoi ça parle du tout. C'est incroyable. Tu connais aucun rôle? Je connais rien sur Tenet et je suis très content d'avoir réussi à tenir ça pour l'instant. Les bonnes annonces montrent un petit peu, en tout cas la première. Qui joue dedans? Qui joue dedans et de quoi ça va parler, mais pas non plus, mais ça reste quand même très mystérieux. Mais là, t'auras encore plus de mystère. Et nous, on a même vu le prologue d'ouverture du film en IMAX. Voilà. Mais bon, les gens ils ont pas moins de. Mais ça, pour le coup, toi, tu dois vivre les bandes annonces assez bizarrement. Parce que tu dois avoir toujours la peur. Tu regardes pas? Mais moi aussi. T'arrives toujours très tard dans le cinéma. Déjà, j'arrive assez tard, souvent j'ai pris l'habitude d'essayer de rater les bandes annonces, mais
Quand je sens que c'est une bande-annonce qui va me plaire, je ferme les yeux et je bouge les oreilles, peu importe le truc que c'est. Mais t'as une force d'esprit Genre, tu incroyable. vois, les tuches 3, je fais comme ça. Évidemment. C'est ça, hein. Bah là, du coup, le coronavirus t'a bien aidé. Hein. Pas mal. Merci. Merci. Et du coup, alors, tu voulais parler de quoi? Je voulais parler, j'ai l'impression que je suis un médecin du cinéma. Je voulais parler de ma pire séance pour un bon film et de ma meilleure séance pour un film. Bref, sûrement si je le revoyais, je dirais ouais, c'est pas ouf. Mais voilà. Donc ma pire séance pour un bon film, j'étais dans une petite ville de Haute-Loire, à Tens, ça s'appelle. Donc c'est une petite ville de 3000 habitants, familiale, machin. Donc c'est une moyenne d'âge de 60 ans, mais là il y avait les Simpsons, le film au cinéma. Film que j'ai malgré tout adoré, parce que j'étais quand même fan des Simpsons. Donc j'étais en 6ème, un truc comme ça je pense quand c'était sorti. Et donc on va dans cette petite salle de cinéma, donc c'est vraiment les trucs où en général les films sortent 3 mois en retard parce que c'est perdu dans la campagne. Et on se disait bon on va être tranquille, il y avait mon frère, mes cousins et des potes quoi. On va être tranquille, et finalement tous les voyous du village étaient dans notre séance. Et c'était dès le début, bon, avant que le film commence, ok, ils rigolaient, ça criait, machin, c'est avant le film, donc on s'en fout, à la limite. Limite, c'est un peu de ne pas me faire écouter les bandes annonces, c'est parfait. Et sauf que le film commence, et puis en fait, ils n'ont pas du tout arrêté de toute la séance de faire des blagues, de faire des opinaises tout le temps. Tout le temps, toute la séance, ils mettaient des pichenettes aux gens devant eux, qui étaient du coup mon frère et mes cousins, à tel point que mon frère, qui est genre ultra calme tout le temps, il s'est retourné en leur gueulant dessus parce qu'ils se prenaient des pichenettes pendant le film, quoi. Ça n'avait aucun sens. Et du coup, on a vraiment passé 1h30 à entendre ces gens-là et à tenter de comprendre le film. Et pourtant, j'en ai quand même un bon souvenir de ce film qui m'a fait rire malgré tout. Tu l'as revu? J'ai dû le revoir une fois, mais pareil, il y a longtemps. Pareil, il y avait des mecs qui me faisaient... Pour l'expérience, il fallait que je comme ça. J'ai payé des gens pour qu'ils... Voilà, donc le 4DX quoi. Ça c'était vraiment ma pire séance et ça m'avait vraiment scandalisé à quel point ils étaient sans gêne. Et puis parce que ça m'arrivait d'être mort de rire dans un cinéma quand il fallait pas, notamment pendant Public Enemies, et j'étais avec un pote et on vannait tout le film et on était vraiment mort de rire. Ah ouais. T'aimes pas ce film du coup? Eh bah du coup en fait je l'aime pas parce que en fait on a commencé à pointer du doigt un défaut et puis et après, du coup, après ça on a pas les C'est un problème avec tous les films que Raph me montre. Hein. Et tous les films que tu me montres, c'est toujours pareil. Le coup de l'escalier, non, c'est ça? Ah oui, mais c'est vrai, je te montrais un film. Hitman and Bodyguard. Et ouais. Bah, au moins, je passe des bonnes séances. Il y en a plein d'autres. Donc, du coup, maintenant, je te fais des mauvais films comme ça, au moins, je sais. Voilà, comme ça, je sais que je vais aimer. Et alors, ta meilleure expérience d'un film de merde? Pour un film bof, mais en fait, c'est aussi ma meilleure expérience parce que là, j'étais encore plus enfant. J'étais dans les premières salles de 4DX de France, c'est-à-dire à Euro Disney, donc à l'époque où c'était pas du tout commercialisé. 4DX, en fait, c'était juste un truc. Une attraction. Ouais. C'était vraiment une attraction, et donc moi j'étais un petit de 6 ou 7 ans comme ça. C'est mes parents qui m'emmenaient à Disney, donc déjà j'étais heureux tout le temps parce que j'étais à Disneyland. Et en plus, on va à Euro Disney, et là c'était Chérie, j'ai rétréci le public. Ah oui! Waouh! Qui l'a fait autour de la table? Non. Ouais, moi aussi. Voilà, ça j'en ai vraiment un souvenir magique parce que du coup j'étais déjà un petit gamin à Euro Disney, puis j'avais mes lunettes rouges et bleues sur le nez. Les fameuses lunettes. C'était... Elle marchait bien la truc, moi j'avais flippé hein. Ah ouais, mais ouais, mais voilà, mais justement, je me rappelle que j'étais vraiment empreint de magie et j'ai cru à 100% au film, à tel point que c'est devenu une vanne dans ma famille, parce que justement quand il y a une petite bête qui s'approche de toi, qui est à quelques centimètres de toi comme ça, c'est trop impressionnant, et en plus elle fait tomber une télécommande, et moi du coup je me suis penché pour ramasser la télécommande, et j'ai cherché au sol comme ça, et mes parents étaient morts de rire, et ils me le ressortent très souvent, et du coup voilà, c'était vraiment un moment juste magique, et j'en ai un super bon souvenir, alors que je pense que si je revoyais le film, je ferais, il y a un chien qui éternue, ça fait de l'eau, ok. Ouais, c'était beaucoup de l'expérience. Et Michael Jackson aussi, ça tu t'en rappelles pas du coup? Ah non, ouais, je m'en rappelle pas. Dans la salle. Star Wars c'était autre chose, mais Michael Jackson et Chérie, j'ai rétréci les gosses en même temps. Bah pas en même temps. C'est un peu malsain, c'est un peu. Moi je me souviens de Chérie, j'ai rétréci le public. Michael Jackson en 3D. Hein. Est-ce que le public rétrécit vraiment du coup? Est-ce qu'il y a une sensation où tu te sens. Non, pas à ce point. En effet, je veux dire. T'as juste à l'écran, les gens s'agrandissent, du coup tu fais waouh, c'est magnifique. Je crois qu'il y a des souris du coup, cette attraction. Bah, ce serait nul maintenant. Ça fait un peu de Ratatouille, l'attraction, ça fait un peu ça. T'es une souris et tu vis dans le film et ça fait des trucs incroyables. Ouais, c'est ça. Ils ont capitalisé là-dessus.
Parce qu'ils ont dit, oh Vincent, ça a trop marché, il a ramassé la télécommande, on va faire ça maintenant. C'était le. Tu dois pas être le seul enfant à avoir ramassé. Moi, je me rappelle juste qu'il y avait des. C'est ça, le truc des souris qui passent. Ouais, c'est ça. C'était. Oui, ça, je me rappelle, je m'étais dit, oh, waouh, il y avait ça qui passait. C'est vraiment. Je trouve que c'est super bien fait pour l'époque, vraiment. Ouais, vraiment, ouais. Mais ça se voit, ils avaient tout maximisé sur ça. C'était juste en 3D, je crois, du coup. Ah oui, c'était que. Ouais. Non, il n'y avait pas de l'air au niveau ça des bougeait pieds. aussi, hein, ouais. Non, ça bougeait pas, mais il y avait de l'air au bouger des D'accord, pieds. peut-être. Oh, c'est significatif. Ouais, il y avait de l'air au niveau des pieds, tu recevais de l'eau quand tu recevais de l'eau, ah ouais, quand ça d'accord. t'éternuait dessus. Enfin, tu vois. Du coup, t'as toute la salle qui fait genre. C'était marrant quoi quand t'es en CP, c'est vrai que c'est le top. Ça doit être incroyable. Très bien, voilà. Bon bah super, merci Vincent. Bah bonne soirée du coup. On poursuit tout de suite avec Gaëlle. À toi Gaëlle. Tout de suite, je suis prête. T'es pas prête du tout là. Elle est pas prête. Je sais plus où est Google Docs sur mon portable, ça y est, j'ai Google Docs sur mon portable. Bon alors vas-y, à toi. Alors, en ce qui me concerne, plusieurs séances ont marqué ma vie de cinéphile, qui en manque actuellement de bonnes sensas, comme on dit. Que ce soit des séances inédites en expérience, solitaires ou émouvantes. Ma chronique fera donc la liste de ces séances marquantes, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Pas comme le film, dont je vais vous parler en premier, pour la séance la plus chiante, car oui, je donne des prix à mes séances. Ah oui, trop bien. Donc pour la séance la plus chiante, j'ai choisi une séance non. J'aurais pu nominer, mais j'ai choisi une séance au diagonale. Normalement, il y a une logique là-dedans. Donc tout devant de la salle avec un mal au cou pour voir un film navrant. Ah oui, c'est bon. Qui est donc je dirais comme ça Beautiful Day, non? Et non, Phantom Thread, parce que Beautiful Day, j'ai dormi tout le long. Je l'ai vu au Diago aussi, c'était insupportable. Oui, donc une séance qui n'en finissait pas, devant un film qui en faisait trop haut. Et donc je ferai gaffe la prochaine fois qu'on me propose un Paul Thomas Anderson. Je me fais plus avoir. Souvent tu vois des films du coup devant avec le cou tendu, parce que Carole c'était ça aussi. Ah ouais, et c'est souvent une très mauvaise expérience. Ça c'est la salle 3. Hein. Ouais, mais Carole c'était la salle 2, voilà. je peux te dire que c'est difficile. Et là je me rappelle Phantom Thread, c'était la salle 3. C'était horrible, c'était horrible. La salle du réacteur nucléaire d'ailleurs, je l'appelle. Ah oui, c'est on entend un truc en continu en fait. Oui, c'est vrai. La salle c'est quoi? Tu sais Raphaël, toi qui as travaillé au Diagonal? Je pense que c'est le resto à côté. Très bien. Super. C'est pas un réacteur nucléaire du coup. C'est pas les Russes qui nous infiltrent à l'intérieur. C'est pour ça que ça sent au Diagonal, du coup ça sent la friture des fois. Ah, sympathique aussi. Mais c'est pas isolé? Si, mais en fait il y a une aération commune. Donc, il y a une aération commune qui fait que. Voilà, sympa. Très bien, bon, on en apprend plus sur nos cinémas de quartier. Donc, plus rigolo maintenant, le lauréat de la séance la plus comme à la maison, parce que personne d'autre n'est venu voir le film et que du coup, on a tout commenté à voix haute. Et je suis sûre que Marie, là, tu sais. Ah oui, je sais. C'est visionnage de Croman, et oui. Un film d'animation amusant, mais le plus amusant, c'était qu'on était les pieds sur les fauteuils de devant et que c'était très agréable. Trois dans la salle. On discutait à voix haute. Nina, je crois. Je crois. Nina, toi et moi, je crois. C'était n'importe quoi cette séance. On parlait à voix haute, mais on commentait tout. On commentait tout à voix haute. C'est tellement bien. Ah ouais, du coup, vraiment, je pense que même quand on voulait pas commenter à voix haute, on le faisait juste par principe de se dire bon, on peut quand même. Voilà. C'est fou. Donc faisons maintenant un tour vers les séances qui sont marquantes parce que la technologie y est pour quelque chose, et là je te rejoins du coup un petit peu Vincent. Si je vous dis 4DX, 4DX c'est avec les pitchnettes derrière, c'est ça? Ouais, c'est celle-là, ouais. Donc si je vous dis 4DX, vous répondez, toi tu réponds un truc fantastique, Vincent, parce que c'était c'était Geostorm. Voilà, Geostorm également. Donc sinon vous répondez gadget amusant 3 minutes mais beaucoup trop cher et sans intérêt. Beaucoup trop cher. Donc ouais, je dénonce. Et moi je réponds ça en tout cas. Surtout que le seul film que j'ai vu donc en séance 4DX, qui je répète une séance où l'on reçoit des petites vibrations, des petits jets d'eau, des souffles froids, et donc Geostorm comme vous le disiez, un film sorti en 2017 et qui paraissait quand même avoir 10 ans de moins. Et quand je dis ça, donc c'est pas le compliment qu'on fait aux gens quand on dit ah tu parles avoir 10 ans de moins, puisque c'est vraiment plutôt un film qui fait saut année 2000 quoi. C'est pas terrible. Ça, oui. Donc prix donc de la séance la plus de la technologique, la pire séance technologique, voilà. Et ça devait être un bon film pour tester la technologie du coup. Ouais, comme ça pouvait partout. Au moins tu te dis pas bon, j'ai gâché le film, tu te dis c'est ça. En plus tu travaillais encore au Gaumont à cette époque-là, donc tu avais tes petites entrées. C'est vrai. Pour pas qu'on paye trop de suppléments quoi. Si, on les avait payé bien sûr, arrête.
Heureusement, la KDX n'est pas la seule technologie de notre beau cinéma Gaumont multiplex, puisque l'IMAX est également présent et avec le plus grand écran de France à Skip. On m'a dit ça, c'est vrai. En termes de cinéma où tu vas voir un film, parce que sinon c'est Futuroscope à Poitiers. Ouais. Je peux vous dire qu'il fait plus de 330 mètres carrés. Voilà. Ce qui est pas mal. Et que quand il est allongé, il fait toute la salle IMAX. Il recouvre toute la salle IMAX. Ils ont fait des trucs. Tu sais, le jour où ils l'ont installé, ils ont fait. Ouais. Ils ont fait le jour où ils ont installé, ils ont mis dans la salle. Mais pour l'installer, ils ont dû l'étendre. Oui, Donc je ne vous parlerai pas de ma première séance en IMAX puisque c'était pour voir Logan, comme me l'a rappelé Simon, et que j'ai pas vu de changement avec un écran basique, donc rien à foutre. Mais je vais vous parler donc de la séance gagnante dans mes films vus en IMAX, qui est donc celle de Dunkerque. Le film mal aimé de Christopher Nolan, je trouve, je pense, oui, peut-être. Oui, voilà. Mais, oui. Logan, il était en 3D IMAX ou pas? Je sais plus du tout, alors Logan, il était en 2D IMAX. 2D IMAX aussi? Voilà, 2D IMAX. 3D, je déteste, voilà, donc. Et donc, le film mal aimé de Christopher Nolan, qui est pour moi une leçon de cinéma, en tout cas, c'est le titre que j'ai donné à ma critique et ma seule critique, Sens Critique. Une leçon de cinéma qui passe donc évidemment par tous les traits traditionnels du cinoche, mais aussi par sa technologie, son son puissant et son image immersive, petit, qu'on change de format absolument toutes les minutes. Hein, c'était le. Voilà. Mais bon. Ça sera pareil pour Tenet. Hein. Là, c'est le spoil. T'arrêtes un peu, pardon. Donc il y a des séances qui m'ont marqué pour leur technologie, d'autres pour leur surprise et d'autres encore pour leur symbolique. Je ne m'étendrai pas sur ces dernières car souvent sont très personnelles, mais parfois des séances marquent le début d'une histoire, comme la séance d'un certain et très peu connu La La Land de Damien Chazelle, séance en duo. D'autres rappellent des traumas. Pas de ça. Ouais, c'est pas grave, on n'a pas. D'autres rappellent des traumas et vous touchent, voire vous réparent, comme celle de Démolition de Jean-Marc Vallée, séance exutoire en sororie. Enfin, certaines séances vous mettent mal à l'aise, puissance 1000, notamment au cinéma lors de l'avant-première de Tout nous sépare de Thierry Clifford. Oh putain, c'est vrai, j'en ai pas parlé dans ma chronique, mais en fait tu fais bien d'en parler. Mal à l'aise, donc à la fin, les fans de Necfeu lui demandent futilement c'est quoi la relation. Voilà, j'espère que je fais bien l'accent. C'est quoi la relation? Dis juste ça, quoi. C'est quoi la relation? Non, et après, elle dit d'abord la relation. Genre, elle voulait dire quelque chose, tu vois, elle veut parler à Necfeu, la fille, donc elle fait la relation. J'ai pas compris. C'est quoi la relation? Donc voilà, et si le rappeur veut bien faire donc un 16 des familles, on lui propose cette initiative, voilà, qui refuse bien sûr. Mal à l'aise aussi car les fans de Thierry Clifford, enfin les gens qui sont là par hasard pour voir le film, lui parlent d'une scène de viol qu'il nie, agacé, imprégné de toute sa misogynie. Donc voilà, ça c'était pour les séances. Attends, elle t'a pas parlé. Simon, du coup, il y a tout bien. Franchement, c'était mémorable. Sur ceux qui étaient en balcon, c'était dans l'opéra là, à Corum, et il y a ceux qui étaient au balcon et qui sont descendus ensuite et qui ont dit à Thierry Clifford, le son, on n'entendait pas du tout. Calamité, on n'entendait rien, alors que lui. Pour une fois, le pauvre, parce que le film est à chier, mais pour une fois, il ne pouvait rien, quoi. Parce que c'est juste la salle qui est pas adaptée pour ça. C'était n'importe quoi cette séance. Mais c'était drôle, hein, c'était bien rigolo. Donc pour finir, je vais quand même vous parler d'une séance positive, la séance la plus spectaculaire peut-être, celle où je suis restée bouche bée, celle où j'ai beaucoup pleuré, même si ça m'arrive très souvent. La séance qui fait que c'était tellement unique que je n'ai même pas pu revoir le film qu'elle me montrait avoir depuis ce jour-là, une séance ancrage pour un film coup de cœur, c'était pour voir Interstellar. Et oui, Simon m'en veut de ne pas avoir vu ce film, mais c'est pas grave. En novembre 2014. Je vais donc me précipiter au cinéma pour retrouver cette merveilleuse sensation et peut-être quelques-unes encore plus belles. Merci beaucoup Gaëlle. Des réactions, vous êtes reconnus. J'ai bien aimé ce système de classement. C'est pas mal ce classement. Ce système de Alors Raphaël, t'as encore vite fait le temps pour changer et pour faire un système de classement. Vite. Ok, non mais de toute façon je viens d'avoir 2 idées de sujets donc. En plus, oui, parce que tu vas nous parler d'un film aussi spectaculaire. Oui, mais en fait je vais en parler à la fin donc. Alors vas-y, à toi. Mais parce que c'est vrai que tu me fais penser aux avant-premières. Évidemment, il y a les avant-premières au Festival de Cannes qui, bon, pour parler encore une fois du Festival de Cannes, évidemment, mettez c'est mon état. Ça n'a pas la même valeur. C'est marquant, évidemment. Le cinéma aussi. Hein. Mais oui, parce que tu prends un peu, tu te dis, bah, je suis le premier sur la planète à le voir avec plein de gens, mais tu fais partie des premiers. Et notamment, voilà, Make to My Love, Canto Due. Non, Intermezzo, pardon. Les seuls à l'avoir vu. Oui, puis quand t'es les seuls à huer les spectateurs et le réalisateur et que tout le monde l'applaudit à côté. C'est des séances, évidemment, qui font, et paradoxalement, tu vois, au même festival, il y a Parasite, et du coup, c'est l'une des meilleures séances de ma vie, en même temps qu'il y a la projection à côté avec l'équipe du film.
Voilà, ça c'est des bonnes expériences évidemment, mais c'est tellement logique que je vais pas forcément en citer. Non, une expérience de salle que j'ai bien aimée, qui est l'une des premières peut-être où je me suis posé plein de questions, c'est quand j'ai fait mon stage de 5e dans le... Ah, c'était au cinéma. Exactement, c'était dans un cinéma. T'as fait un stage de 5e? Ouais, ça fait ce que j'allais dire. C'était le pire. C'est en 3e stage. Moi c'était en 4e. Moi c'était en 5e. Ah, c'était en 5e. Ok. 3e. Non, 4e. Moi c'était en CE2. Waouh. J'ai fait mon stage de 5e en CE2. Et donc mon stage c'était au cinéma de Bolène, donc voilà, Ombéline connaît bien vu qu'elle est de là-bas. C'est un cinéma tout petit, donc comme tu le citais tout à l'heure avec ton cinéma de Haute-Loire. C'est voilà, les cinémas qui viennent en 3e position, voire 4e position pour les bobines. C'est-à-dire que voilà, on reçoit le film, on doit le monter, puis t'as 6 bobines, tu dois faire une bobine énorme. Tout le monde a coupé dedans, donc voilà, tu te retrouves avec des images qui sautent pendant le film. Et moi, du coup, je faisais mon stage et c'était un tout petit cinéma. Du coup, on me laissait monter les films. On me disait, ouais, tu scotches là, tac, tac, sur le. Ouais, du coup, j'ai scotché. C'était avant le numérique, du coup, non? C'était avant le numérique. Non, il y avait du numérique. Évidemment, je suis pas si vieux que ça. C'était alors pour te dire, c'est transition. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, dans ce cinéma-là, donc ils ont dû passer au numérique et plus tard chez eux. C'est ça. Et donc on recevait les films comme ça. C'était l'époque où il y avait le film Rio qui sortait et un autre film de Thierry Clifford qui était Les yeux de ma mère, donc avec Catherine Deneuve évidemment. Que tu as remonté et Les yeux n'a rien à voir. C'est un film que j'ai revu, que j'ai monté et vu. Et en fait, j'avais monté un film. Je crois que c'était un autre film, je m'en souviens plus, où j'avais monté le son à l'envers, c'est-à-dire que sur les bobines que tu reçois. Il y a deux côtés, il y a un côté bleu en bas et en haut en général c'est l'image. Donc le laser passe sur le rayon bleu pour du coup capter le son et le retransmettre. Sauf que moi j'avais inversé, du coup le son était passé à l'image et du coup il n'y avait plus de son. Et donc pendant ça, la personne qui diffusait le film avait dû changer en même temps parce que c'était le soir et moi j'étais plus en stage. Mais voilà, du coup c'était des expériences assez marrantes. Et elle s'est dit ce dernier jour, tiens, je vais foutre la merde. Est-ce qu'après t'as acheté ton ticket pour être dans la salle? Non, parce que en fait quand il y avait plus rien à faire, parce que c'était tellement petit que en fait la personne qui faisait les entrées c'était elle qui diffusait le film, c'était elle qui nettoyait aussi, tu vois, c'était vraiment, il n'y avait qu'une salle. Et en fait une salle comme dans la Stack chez Niro. Voilà, par exemple. Elle est hyper grande dans la salle. Oui, elle est extrêmement grande. Mais tu vois, pour le coup, moi quand j'avais fini le montage ou quoi, où elle me disait bah tu peux aller dans la salle voir le film. Souvent ça m'intéressait pas, notamment pour voilà, Les yeux de ma mère, mais en tout cas quand j'ai vu le film, j'avais parlé avec cette personne, elle me disait moi quand je vois les films, au cinéma, ça me gêne parce qu'à chaque fois elle voit le changement de bobine. Vu qu'il y a 6 bobines à chaque fois, pour Titanic elle m'avait dit il y en avait beaucoup plus évidemment, mais du coup à chaque fois tu vois, et du coup c'est la seule fois où j'ai vu le film, je m'en foutais du film et je me disais à quel moment ça va changer vu que je savais à quelle image ça sautait, tu vois, et du coup je remarquais tout ça, et donc c'est vrai que c'était assez fascinant de voir ce côté là et d'avoir cette distanciation avec le film, même si bon, si ça avait été un film que j'aimais, ça m'aurait un peu frustré. L'autre expérience dont je voulais parler, c'était aussi un truc de haut et de bas, un peu comme tout le monde a eu, j'ai l'impression. Moi c'était après donc un moment où j'étais alité pendant 3 mois, où j'avais pas pu aller au cinéma. Et donc, c'est-à-dire aujourd'hui? Non. non, c'était en 2013. Et du coup j'avais été opéré de la jambe, enfin du pied, et du coup je pouvais pas bouger évidemment, et donc je devais aller au cinéma Gaumont Comédie, sauf que bon, ils me disent bah votre séance de Gravity elle est à l'étage, et à l'étage ils ont pas d'ascenseur, ils ont un ascenseur que pour aller en bas. Du coup là je me dis putain et tout, ça fait 3 mois que j'ai pas vu de film, c'est le film que je voulais voir parce que tout le monde en parle, et donc je peux pas y aller, et donc j'allais pour repartir. Et avec mon ami Maxime du coup qui m'a dit tiens t'inquiète je t'emmène, il me porte et du coup on a monté les marches, et les marches sont plutôt longues hein. Franchement pour aller à l'étage c'est assez long, et donc c'était une séance en 3D et si tu voulais aller aux toilettes en plus avant t'as encore des petites marches à monter. Non ça va, j'étais ready. J'étais ready. Non là franchement c'était une expérience assez forte. Il y a les gens qui nettoient, tu peux nettoyer dans la salle, il y a des gens qui nettoient après. C'était une expérience assez forte aussi pour ça, parce que franchement quand t'as pas vu de film pendant 3 mois, et c'est pour ça que j'attends aussi de revoir en salle, ça te fait un choc, enfin vraiment t'as l'impression, surtout quand tu fais rien et que t'es alité, tu vois plein de films, et là de voir un film et d'être vraiment dans une bulle avec un film aussi immersif que Gravity, et aussi j'ai l'impression que tu volais avec les personnages, et parce que il y a des plans séquences et tout ça, enfin c'est très très immersif, et la 3D rendait d'autant plus. C'est le seul film, je déteste la 3D, mais c'est le seul film que j'ai apprécié en 3D, et je l'ai acheté en Blu-ray parce que j'aime beaucoup le film, mais j'ai toujours peur de le voir sur écran, sur petit écran, parce que je me dis mais l'expérience que j'avais eue, qui est
vraiment super forte. Et tu vois, il y avait cette critique de Martin Scorsese sur les roller coasters un peu du cinéma et tout ça. Et franchement, c'est un côté positif, même si là, ça raconte un peu plus, mais vraiment, c'est tellement immersif, c'est tellement une expérience particulière que c'est ce genre de film que tu dois absolument voir en salle. Et là, je me suis dit, franchement, heureusement que c'était pas 4 mois à l'été parce que ça m'aurait vraiment frustré de rater cette séance. Après, peut-être qu'il aurait été plus d'un mois au cinéma. Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas exactement quand elle était sortie, tu vois. Gravity, qui l'a vu en salle. J'ai pas vu du tout. Ah ouais, vous avez pas vu Gravity. Et pour le coup, tu vois, j'ai peur de vous le recommander parce que je me dis, vous allez pas avoir la même expérience que moi. Donc... Moi, j'ai vu sur ordi, ça allait. Mais moi j'ai eu peur parce que quand il est sorti, j'ai vu plein de témoignages de gens qui disaient qu'ils avaient vomi et tout, et je me disais, mais je suis tellement sensible que j'ai peur que ça m'arrive, alors je jamais vu. Alors là, promise. Mais fait partie de ces films où tu oublies tout, enfin vraiment, t'es dans l'espace quoi. Et ça, c'est fort. Ouais, mais j'aurais bien aimé le voir en salle par contre, justement. C'est pour ça que je l'ai il repasse, parfois, je crois qu'il est repassé. Non, si, il est repassé pour. Ah, c'était en 4DX peut-être. Il me semble, oui. Ouais. C'est ça. Ça, par contre, 4DX, ça doit faire vomir. Pour le coup, tu dois bouger un peu par fin. Donc voilà, c'est le film que, pour moi, c'est une des meilleures expériences de ça, en tout cas, sans prendre en conséquence le film en lui-même. Très bien, merci beaucoup Raphaël. Bon, je vais maintenant clore cette partie chronique avec mes expériences en salle marquantes. Alors moi, quand j'ai vu le thème de l'émission, je me suis tout de suite dit en premier, c'est un excellent thème. Ensuite, je me suis dit, bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai choisi. Et, non, alors c'est pas parce que c'est moi qui l'ai choisi que c'est un excellent thème non plus. Hein. Oui. Et puis, ce n'est que dans un troisième temps que j'ai commencé à réfléchir aux expériences en salle que j'ai vécues. J'ai de nombreux jolis souvenirs en salle, alors je vais essayer d'en évoquer plusieurs parce qu'il recoupe tout ce dont je vais chercher à travers des films, à savoir du rire, de l'action, de l'émotion, de la peur, bon voilà. Oui, je suis méta même quand je vais voir des films au cinéma. Alors, un de mes premiers jolis souvenirs, c'est Star Wars 2, l'attaque des clones. Ouh, la vache. Alors, je ne parlerai pas de la qualité du film, hein, parce que je sais qu'il y en a certains qui détestent, hein, mais je me souviens de ce Kinépolis de l'Homme. Alors, pour nos amis sudistes, hein, l'Homme est une ville du nord de la France. Hein, j'avais pas parlé d'un cinéma qui appartient à l'Homme avec un grand H. Non, je me souviens du coup de ce Kinépolis rempli à ras-bord. En plus, c'est la plus grande salle de France, le plus grand multiplex de France, rempli à ras-bord avec des gens qui faisaient la queue pour un seul et unique film événement Star Wars. J'avais l'impression de faire la queue pour aller dans une attraction à Disneyland, du coup, tellement il y avait du monde. Puis à l'époque, j'avais 7 ans, donc ça n'existait pas encore le placement numéroté comme on l'a maintenant. Du coup, c'était premier arrivé, premier aux bonnes places. Et je peux vous dire, vu comme je voyais la queue devant moi et en dessous de moi, oui, parce que Kinépolis de l'Homme, tellement il est grand, bah avant d'entrer dans les salles, tu passes sur une passerelle avec des vitres comme si tu étais en train de prendre de l'avion. Bah, vu le monde qu'il y avait, j'allais pas avoir de bonne place. Mais parfois, les mauvaises places, ça peut rendre une séance exceptionnelle, notamment quand tu vas voir des films. Pas chez Gaël, pas pour Phantom Thread, ça c'est sûr. Donc quand tu vas voir des films que tu voulais pas forcément voir, hein. 2 exemples, mon premier s'intitule Tron l'héritage et mon second s'appelle Avengers. Un ami m'avait poussé à voir en sa compagnie ce film là, hein, Avengers, alors que je n'avais vu aucun des précédents épisodes. Et par 2 fois je me suis fait avoir et le spectateur non réduit qu'il est aujourd'hui s'était amusé comme un petit fou dans ces montagnes russes, comme dirait Papy Scorsese et comme tu nous l'as dit Raphaël. Il faut dire que j'ai vu ces 2 films en IMAX et depuis ces expériences, je peux vous le dire, je suis fan de l'IMAX, hein, mais ceux qui me connaissent déjà le savent. Mais c'est vrai qu'avec ce procédé de filmage et de diffusion, un film peut très vite devenir grandiose. Le premier plan de Dunkerque dont tu as parlé, Gaël, par Christopher Nolan en est témoin et me restera à jamais gravé dans la rétine, sur la rétine plutôt, malgré la déception que j'ai eue en voyant le film. Parce que c'est vrai, on peut être déçu par un film, mais rarement par une séance de cinéma qui se déroule toujours sans accroc, sauf quand t'as des fans de Star Trek déguisés en Capitaine Spock et compagnie, prêts pour une séance de Star Trek sans limite en avant-première IMAX, les popcorn à la main, et que là, bah on t'annonce que c'est annulé parce que la société canadienne qui gère IMAX a envoyé les mauvais codes d'ouverture des DCP permettant au cinéma de diffuser le film. Ah, un bon souvenir. Tu y travaillais, Maria? Je travaillais pas, mais je sais que c'est cette société uniquement qui s'occupe de l'IMAX et ils viennent tous les ans faire une mise à jour pour l'IMAX et que aucune personne en France n'a prise sur la technologie. Donc si eux ils foirent au Canada, c'est terminé quoi. C'est mort. Là, du coup là c'est mort. Mais c'est ce qui était un petit peu passé aussi pour Avengers Infinity War.
qu'on devait voir ensemble et finalement. Mais ça a été reporté avant, pas. Non, en gros, on devait le voir et ils avaient dit que c'était pas possible en IMAX et ils nous avaient remis dans une autre salle pas IMAX et finalement ils avaient dit aussi on peut pas l'ouvrir. Il y a une période, j'ai vu des gros soucis pendant un petit moment avec ça IMAX. J'ai aussi ces souvenirs de ces séances spéciales Cinémascope. Alors Cinémascope égale film que l'on n'aurait pas vu s'il n'avait pas été programmé à la radio. Où le long métrage nous faisait tellement chier qu'on en venait à devenir d'odieux spectateurs avec Titouan et Antoine notamment. Alors je parle mais même quand vous choisissez les films, c'est comme ça. Je parle de Corniche Kennedy, de Réparer les vivants, mais surtout du Ciel attendra, le film de Marie Castille mention char, vu dans une ambiance improbable. Déjà qu'on se marrait bien devant cette purge, le bon Dieu avait ajouté à cette séance le grain de sel qui la ferait entrer dans l'histoire, un spectateur avec des tocs. Si toutes les 2 minutes on pouvait entendre dans la salle des voilà, comme ça, pour agrémenter un film qui ne demandait pas tant. Mais oui, et sans compter que ce spectateur en question est un réalisateur que je connais aussi. Alors toi tu l'as. Non, je le connais, c'est-à-dire déjà en salle, j'ai déjà entendu. Oui, parce qu'il va souvent en grand multiplex, mais moi je le connaissais, c'est un réalisateur qui avait fait un film dans lequel j'avais fait de la figuration. Et du coup, alors quand il filmait, il se calmait pile à ce moment-là parce que sinon ça c'est hyper dur. Voilà, il allait faire des bruits, tu vois, il était en duo. Et c'était un film avec le frère de Gérard Depardieu d'ailleurs, Alain Depardieu, si tu nous écoutes. Il a un frère. Non. Ouais, voilà. Mais c'est ça, d'aller dans des séances du coup un petit peu bizarres en semaine, à des heures peu convenables. On en vient toujours à être peu nombreux, voire même seuls. C'est ce qui s'est passé lors des 2 dernières séances que je voulais évoquer ce soir. Toutes 2 ont pour point commun la solitude. D'accord, j'étais avec ma famille ou un ami dans les 2 cas, mais personne d'autre en dehors de mon cercle ne s'était présenté à ces séances, laissant notre fantaisie déborder. Alors la première séance s'est déroulée un soir de vacances à Boulogne-sur-Mer, encore une fois dans le nord de la France. J'étais là aussi jeune et je suis allé en compagnie de mon frère et de ma mère voir un film pas vraiment pour notre âge, Big Movie, excellent film de Tarkovsky et qui mêle habilement philosophie et regard sur notre monde contemporain. Je déconne, c'est de la grosse merde ce film, mais nous étions seuls durant la projection et on a compris qu'on serait seuls dès notre entrée dans la salle avant la séance. Une ambiance de film d'horreur planée, une musique pesante, la salle était très peu allumée, toute petite, on avait vraiment peur, on flippait. C'est comme si la salle nous avait averti ne restez pas là, sortez d'ici, vous allez voir un film de merde sinon. Et comme on est très con, on est resté et c'était bien un film de merde. Mais là, et l'avantage des films de merde, tu peux te montrer créatif devant. J'ai pensé et réfléchi à la plupart des scénarios que j'ai écrits dans une salle de cinéma devant un film de merde. C'est pour ça que mon taux de créativité atteint son paroxysme tous les ans au mois d'octobre et que je demande ainsi des accréditations pour le Cinémed. Parfois, la créativité peut même devenir physique. Mon dernier souvenir de projection fait partie de cette catégorie. Nous étions 2, Titouan et moi, au mois de juin 2018, prêts à découvrir dans une salle vide le chef-d'œuvre de François Damiens, Monquette. Voilà. Il nous en fallait pas plus pour retourner la salle de projection en une salle du grand n'importe quoi. Je me suis mis au hasard à danser dans la salle quand il y avait de la musique, ou encore à m'asseoir devant le grand écran comme un enfant, genre vraiment devant le grand écran et assis, voilà. On s'amusait aussi à changer de place, tellement le film nous faisait chier, voilà. Tout ça pour dire que même si la plupart des longs métrages dont je vous ai parlé ne sont pas de grande qualité, cela n'empêche pas une séance de lettres, parce qu'elle est là, l'âme des salles de cinéma, nous faire ressentir les émotions qu'un film dégage ou tente de dégager et l'amplifier. Prenez l'exemple de la comédie, pour un même film, la salle de cinéma peut vous faire passer d'une séance moyenne à un grand souvenir si les spectateurs présents sont réceptifs, démonstratifs et que vous vous joignez à cette grande fête qu'est le cinéma. Wow, c'est si beau. Avant de passer à notre carte blanche de la soirée, on va boucler la boucle de cette partie, puisque tu en parlais déjà un petit peu, Raphaël, mais on a commencé cette partie spéciale chronique avec un extrait du film La dernière séance. Quoi de mieux que de terminer cette partie par la chanson que le film a inspirée, La dernière séance d'Eddie Mitchell. On s'écoute ça tout de suite. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. Ce
C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des Solitaires, à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Après cette partie spéciale, il est l'heure de notre carte blanche sur les salles de cinéma. Alors vous aurez sans doute reconnu l'extrait que je viens de vous diffuser, hein, c'était bien sûr... Ah putain, mais t'es trop fort, j'entends bien le bruit. C'est bien sûr les Gremlins de Joe Dante, dans laquelle une scène dans laquelle les Gremlins foutent le bordel lors d'une projection de Blanche-Neige et les 7 nains. Parce que c'est aussi ça, les salles de cinéma, hein, une ambiance parfois surprenante et folle qui fait son charme. Mais alors que la santé des salles de cinéma est de plus en plus engagée depuis l'arrivée des plateformes de streaming, la crise du Covid-19 ayant accéléré encore plus ce phénomène, on va tenter aujourd'hui de répondre à cette question qui taraude le monde du cinéma depuis maintenant quelques années. Le cinéma doit-il se vivre au cinéma, sous-entendu en salle? Qui souhaite prendre la parole en premier? Ça, c'est vraiment une des questions épineuses dans le monde du cinéma depuis vraiment quelques années maintenant. Est-ce que le cinéma doit se vivre que en salle alors?
pas d'avis. Que en salle. Non, est-ce que le cinéma doit se vivre hors des salles aussi, tu vois, est-ce qu'il faut s'adapter, il faut voilà. Et oui, est-ce que le cinéma doit se vivre que en salle? Alors, vous avez pas de... Moi j'ai pas d'avis. Bah si, par rapport à... Il y a ceux déjà qui disent, tu vois, Scorsese à la base il était plus le cinéma en salle, mais bon maintenant il y a eu Netflix qui est passé par là, voilà, tout comme ça. Spielberg dit depuis quelques années que les salles c'est fini, mais des gens comme Christopher Nolan défendent la salle et disent qu'ils feront jamais de films pour des plateformes de streaming, hein. La salle, non pardon. Genre la salle. Aïe aïe aïe. Non, moi ce qui me turlupine dans ce que les gens que tu cites, c'est que c'est avant tout des réalisateurs qui voient ça comme la production, c'est-à-dire qu'ils préfèrent faire des films sur Netflix pour être produits, mais pas en tant qu'expérience. Pour Scorsese, tu parles. Ouais. Et ils voient pas ça en tant que spectateur. Enfin, tu vois, ils se disent pas, mon film, je l'ai fait sur Netflix pour les spectateurs. Il l'a fait pour produire son film, en fait. Enfin, c'est totalement ironique de penser le contraire. En fait, moi, je pense que les meilleures séances, c'est les séances en salle, tout simplement parce que, est-ce qu'on pourrait citer autant de séances qui nous ont marqué chez nous, alors qu'on a regardé plus de films chez nous? Enfin, peut-être pas pour moi, parce que j'ai regardé peu de films avant Cinémascope, mais... Non, c'est vrai que moi, si je dois citer vraiment la plupart des séances qui m'ont marqué, en tout cas en parlant de séances, pas de films, c'est vraiment des séances de salle. Et bizarrement, tous les films que j'ai adorés sur petit écran, je me vois pas ne pas les voir en salle, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un film que j'ai vu sur petit écran en me disant non, je ne vais pas le voir. Alors que Gravity, ridicule de voir sur grand écran. Voilà, tu vois, alors que Gravity, pour le coup, je l'ai vu sur petit écran, je l'ai acheté en Blu-ray, sur grand écran, je l'ai acheté en Blu-ray, et je me vois pas le voir sur petit écran. Donc, il y a des films que tu as découverts sur petit écran et que tu as pu avoir l'occasion de les voir sur grand. Indiana Jones 3. La dernière croisade, ouais, j'imagine. Et c'était quelque chose de... C'est quelque chose, ouais. En fait, t'as l'impression de revivre l'expérience d'il y a, je sais pas, 30 ans auparavant, tu vois. Enfin, donc c'est ça qui est vraiment fort. Que t'as l'impression d'être en même temps que dans la même temporalité que le film. Ouais, du coup de voir le voir en même temps salle, une époque que t'as pas connue, quoi. Exactement. C'est vrai que parce que la salle de cinéma en fait elle change pas depuis des années, bon à part si t'as des technologies 3D, IMAX, des trucs comme ça, mais sinon que tu sois devant un film des années 70 ou un film de maintenant, bah tu peux replonger là-dedans, alors que c'est vrai que si tu le regardes sur ton écran plat OLED 4K, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Mais j'en ai un juste derrière toi. Les autres, est-ce que le cinéma doit se vivre que au cinéma? Bah non, moi je dirais non quand même, mais non, je trouve que en fait les expériences en salle sont toujours mieux que devant une télé parce que c'est plus grand et c'est beaucoup plus immersif d'être plongé dans le noir, etc. Mais c'est cher quoi. Vraiment, ça coûte de l'argent. Et je sais pas, en fait, moi je sais qu'il y a quand même pas mal de séances où j'étais chez moi avec des potes et j'ai vécu une séance terrible parce que j'étais chez moi avec des potes aussi. Finalement, si j'avais été seul dans une salle de cinéma, ça aurait été pareil si j'avais été seul avec mes potes, quoi, je veux dire, mais c'est quand même très rarement le cas. Et là, justement, t'as le côté où tu peux déconner, tu peux vanner et personne t'en voudra parce que t'es entre potes et voilà, donc ça dépend toujours des films, mais c'est quand même. En fait, c'est juste très différent. T'as un côté beaucoup plus immersif dans la salle et beaucoup plus sur le divertissement quand t'es chez toi, je trouve. Mais ça marche aussi. Et par contre, il y a pas mal de films que je regrette de pas avoir vu au cinéma ou que, juste j'ai pas pu parce que j'étais pas né, voilà, tout simplement. Mais je me suis dit, ça quand même, au cinéma, ça doit être vachement mieux. Et aussi, après au cinéma, il y a un truc que tu peux pas faire et que tu peux faire à la maison, c'est mettre pause. Est-ce que ça, c'est un truc qui... c'est bien en vrai, pas pour mettre pause à côté. T'es forcément immergé du coup. Ouais. Moi en vrai, au cinéma, ça manque pas à la pause. Après, du coup, j'en profite quand je suis pas au cinéma, mais au cinéma, je me dis jamais une petite pause là quand même. Ça sympathique. C'est vrai. Pour aller chercher un truc au frigo. Ouais, voilà. Et vous pensez que le cinéma a encore de l'avenir? Parce que là, on a bien senti pendant 3 mois, ça a démangé certains d'aller en salle. Mais tout le monde en parle. Moi, ça m'a pas. Quoi Attends. Ça plaît, mais voilà. Je vois ce que tu veux dire. Dans notre, parce que on a l'impression de pas pouvoir voir des films qu'on n'a pas vu, qui sont sortis il y a longtemps, parce qu'on voit des films très fréquemment, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Ouais. Et là, ça nous a laissé le temps de le faire. Donc moi, ça, j'ai bien aimé. Tu vois, pour le coup. Ouais, mais moi, si je peux dire quelque chose. Non, je peux rien dire. Je pense qu'il y a des films qui sont par contre faits pour la salle. Je pense notamment au film d'Ang Lee,
L'Odyssée de Pi, c'est Ang Lee, on est d'accord. Ouais. Que moi j'ai vu à la télévision et ça m'a absolument totalement gâché le film parce qu'il y a des effets dans le film qui sont faits pour l'écran de cinéma et notamment pour la 3D, il me semble. Enfin, il y a des choses qui débordent du cadre de l'image, il y a des effets de lumière qui font que si tu le vois pas en salle, je trouve que l'expérience est totalement gâchée. Enfin, moi j'ai détesté le film et parce que aussi forcément sur ma petite télé merdique les effets marchaient pas du coup forcément. Pourtant Gemini Man tu l'as vu en salle. Bah, je l'ai vu en salle, bah oui justement. Mais après t'avais pas la technologie. Mais il n'y avait pas la technologie, voilà exactement. Mais c'est là l'autre problème, c'est qu'il y a des réalisateurs qui font des films avec une certaine technologie parce qu'ils veulent expérimenter mais qu'on peut pas voir on peut pas voir cette technologie à cause des salles. Mais là, l'Odyssée de Pi, c'était visible si tu voyais en 3D au cinéma. C'est juste que moi, j'ai pas pu le voir. Mais du coup, l'expérience n'est pas du tout la même parce que c'est réfléchi pour la salle. Et je pense que ceux qui font des films pour Netflix, j'imagine, qui doivent réfléchir leur manière de tourner en se disant ça va être projeté sur une télévision et pas sur un écran. J'imagine qu'ils réfléchissent un minimum. Au contraire, il y en a beaucoup qui disent moi j'ai fait ce film. Comment il s'appelle celui qui a fait par exemple Annihilation? Oui, je sais pas. Après lui c'était un cas particulier parce que Netflix avait racheté le film après, Alex Garland. Et lui disait j'ai fait ce film là pour de la salle et s'est retrouvé sur mais si t'es Scorsese et que tu sais que tu vas être projeté sur Netflix, je pense que t'imagines ton film en te disant mais pourtant je vais être projeté sur Netflix. Ils ont quand même fait plein de séances avant oui c'est vrai mais en salle, des séances spéciales, tout ça tu vois, ou pour qu'ils soient aussi aux Oscars ou c'est comme Netflix avait racheté du coup il y a pas longtemps un cinéma sur Hollywood Boulevard si je me rappelle bien. Oui absolument. Et j'imagine que c'est pour Netflix aussi déjà passer ses films pour les Oscars s'il faut. Oui, parce que même Netflix sait que le passage en salle c'est quand même un truc important. Oui bien sûr. Et aussi je trouve que le cinéma, la salle ça a une vraie dimension politique parce que c'est là où tu peux faire des choix. Quand tu vas voir un film en salle, tu fais le choix d'aller le voir et d'apporter ton soutien à tel réalisateur ou telle réalisatrice et tu participes du coup à l'économie du cinéma. Par exemple, je pense à Polanski, de faire le choix d'aller voir son film ou pas en salle, ça s'inscrit dans l'économie du cinéma. Tu donnes tes sous ou pas à tel réal. Ouais, mais ça pourrait être pareil aussi en VOD. Mais après, oui, en VOD, mais je veux dire. Voilà, mais je veux dire, chez toi, ce choix politique, il est pas marqué. Alors que d'aller en salle et de payer pour voir un film et de te dire je soutiens cet artiste-là. C'est quand même un choix que tu peux faire sans salle. Tu peux pas sortir de la séance en plus. Si tu veux pause. Bah si tu peux sortir de la séance si tu veux. Enfin je veux dire, je pense que ne pas aller voir Polanski en salle, c'est un vrai choix qui montre que on est en protestation, quelque chose qu'on peut pas forcément voir si tu vois le film chez toi ou pas du coup. Enfin. Voilà. C'est surtout que je trouve que c'est un échec de sortir en VOD, je suis désolé, mais pour tous les films, mais tu vois, pour le coup, Forte et Artemis Fowl, tous ces films qui devaient, ou même Pinocchio, Pinocchio est sorti en Italie, mais tu vois, tous ces films qui sont pas sortis en salle, pour eux, c'est un échec. Tu vois, c'est-à-dire que sortir en salle, c'est vraiment quelque chose de bien. Et tu vois, le dernier film de Woody Allen que je citais, truc de New York avec Timothée Chalamet. Jour de pluie à New York. Ouais, c'est ça. Et il est sorti sur Amazon parce que les distributeurs voulaient pas distribuer un film comme ça. Donc parce que c'était Woody Allen ou parce que le film était c'était Woody Allen. C'est la deuxième division, c'est ça que tu veux dire. Oui, en vrai, honnêtement, je trouve que c'est vraiment rare et je trouve que c'est un échec. Mais tu vois, à l'inverse, mais c'est peut-être parce que comment elle s'appelle dans Forte, Bédia là. Mais là, Bédia. Oui. Ouais, voilà. Elle était hyper contente de se dire mon film il sort sur Amazon, ça. Non mais oui, parce que peut-être qu'elle a moins aussi une culture cinéphile ou cinéma comme ça d'aller voir des films en salle et du coup pour elle c'est stylé que le film soit sur Amazon. Non mais c'est stylé parce qu'elles avaient peur qu'il soit pas du tout. Je pense que si ça avait été projeté en salle, elle aurait été contente quand même. C'est pas plus stylé, c'est juste heureusement qu'il avait déjà un truc à se dire. Tu vois une comédienne ou une comédienne, ne pas aimer voir une affiche de son film dans la rue. C'est sûr, est-ce qu'il y avait une urgence à sortir Forte quoi? Ils auraient pu le décaler. Oui, mais eux, ils se sont dit, soit on sort sur le dé, soit on s'en bat les couilles aussi. Oui, je pense qu'ils avaient peur que juste ça foire, je pense. Et ils sont fait vite. Bon, ils avaient raison, vu la qualité. Oui, bien sûr, mais. C'est vrai que vous en aviez parlé, c'était pas. Non, c'était pas glorieux. Après, on a vu Pierre, évidemment. On a vu Pierre. On a vu beaucoup. Moi je trouve que c'était un peu. Ça c'est la phrase de Vincent. C'est pas choquant. Moi j'ai mis 8 sur Sens Critique. Arrêtez de. Mais c'était bifop quand même, pour moi. Mais bon.
C'était biphobe. Biphobe. Je sais pas si ça existe ce terme, je pense que oui. Mais en gros, il y a le. Ah oui, quand il devient. Ah oui, tout à fait. Il y a le mec là qui ne sait pas s'il est attiré par les hommes ou les femmes et qui il est poussé à décider si oui ou non. Vache facile. Il aime les femmes ou les hommes. Il n'a pas le droit La scène gênante je l'ai pas vu comme ça, c'est plus justement même si c'est les deux, il aurait pu dire en fait j'aime les deux. Mais jamais on lui propose tout le temps, c'est bon, les femmes ou les hommes, et il fait je sais pas, il fait bon, les femmes ou les hommes. Il essaie avec un homme et il dit mais c'est que tu dois pas aimer les femmes. Mais moi je l'ai pas vu comme un choix, j'ai vu comme il savait rien. Bah, ça aurait pu être l'un ou l'autre, mais ça y a rien n'implique que c'est pas les deux. C'était un débat à la base sur la grande question du cinéma. Je pense que même Force a tout changé à l'économie du cinéma. Ils en arrivent toujours à se dire mais il faut qu'on parle de Forte, un cas Forte. Et tu vois, moi les films de Scorsese ou quoi, moi je les vois plus comme les Chabrol qui faisaient des téléfilms, tu vois. Enfin je vois pas ça comme je me dis franchement il aurait trop aimé que son film soit en salle, tu vois. C'est sûr. Mais évidemment. S'il avait le choix entre produire son film et le diffuser en salle, je pense qu'il préfère mais c'est peut-être aussi à une époque où on se disait pas, même si parce que le cinéma à chaque fois il a dû constamment se réinventer entre guillemets, genre tu sais quand il y a la télé qui arrivait, ils sont passés du coup au cinémascope parce qu'il y a que au cinéma qu'on pouvait voir cinémascope, il y avait eu avant la couleur, des trucs comme ça, à chaque fois c'était pour essayer de contrer un peu quelque chose, un phénomène, et là peut-être que là en ce moment malgré genre des nouvelles technologies comme 3D, IMAX, ils arrivent peut-être pas à renouveler aussi les trucs hyper importants qu'ils avaient fait, genre couleur ça a vraiment eu un impact, cinémascope ça a vraiment emmené des gens au cinéma, et là peut-être comme ils sentent qu'ils y arrivent pas et que le streaming là pendant le coronavirus tu vois ça s'est encore plus amplifié, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont pris des abonnements à ce moment là aussi pour voir des films, des séries, n'importe quoi. Et du coup, peut-être que le cinéma a vraiment peur que là, ça soit. Mais après, moi, je pense pas que ça. Non, parce que les gens sont plus allés au cinéma il y a 2 ans. Je crois qu'il y avait un record d'affluence. Tu vois, donc il y a de plus en plus de gens qui vont au ciné. Mais c'est aussi une manière de sortir de chez soi. Et j'ai vu qu'il y a genre énormément de monde. Je crois qu'il y avait 22 millions de personnes en France là qui se disaient prêtes direct à retourner au cinéma, genre un truc comme ça. Mais moi, je trouve que c'est comme en gros, je compare comme tout ce que je compare à la bouffe, on peut se le dire. Et je trouve que c'est pareil, c'est-à-dire c'est comme si tu disais, parce que vous regardez que dans des restos, des beaux restos avec un chef qui fait un truc, ou dans des fast-food. Et du coup, moi, clairement, le fast-food. Le fast-food étant la télévision. Voilà. Et tu te dis, moi, j'ai pas envie de choisir. Il y a des fois où j'ai vraiment envie d'un fast-food parce que ça me va d'avoir le côté chez moi et de pouvoir partager tous les gens le voient comme toi, et ça, comme ton. Franchement, je pense que les gens, ils se disent vraiment, c'est complémentaire. Non, mais c'est vrai, c'est complémentaire. Tu choisis pas pareil, même les plateformes, on va dire, réseaux sociaux, c'est pareil, c'est pas parce que t'es sur Facebook que t'es pas sur Instagram, que t'es pas sur Snapchat, que t'es pas sur Twitter. Enfin, je sais pas, il y a des trucs du genre. Ok, il y a des similitudes avec chacun, mais pourquoi choisir quand t'as pas besoin de choisir en fait? Genre, certains films, t'as envie de les voir chez toi, certains films, t'as envie de les voir en salle, et moi je trouve que c'est très très bien comme c'est actuellement. J'aurais pas envie qu'ils fassent tout un plat en mode ah non, maintenant c'est plus en salle, ou ah non, il faut absolument que ce soit tout en salle parce que je trouve que c'est le bon compromis en ce moment. D'accord, donc toi si t'avais la possibilité de voir tous tes films en salle, tu dirais non? Non, non, j'avais pas son envie. Mais en gros, je suis contente, il y a des propositions qui sont faites, je me dis je vais prendre lui, pas lui, et il y a d'autres films, je suis très contente de les voir chez moi et ça me va très. Enfin, en gros, il y a des films où on me dirait tu préfères voir en salle ou chez toi, je préférais chez moi. Oui. Genre les films un peu Netflix mais qui sont Love Repeat Wedding. Ça évidemment, mais non, mais tu sais qui sont cool mais qui sont pas non plus fous. J'aurais pas envie de me déplacer pour aller en salle. J'aurais bien envie de le voir à n'importe quelle heure comme ça, je choisis de le mettre à cette heure-là et puis c'est très bien et voilà. Par contre, c'est sûr que t'es net, j'ai envie de le voir en salle. Très bien. Puis la salle, c'est aussi je pense, à part si c'est dans une salle de merde, une des meilleures manières de voir le film comme le réalisateur l'a pensé, parce que c'est quand même normalement censé être réglé bien pour la couleur, pour le son et tout, donc c'est vrai qu'il y a des choses que tu vois moins sur ta télévision que tu pourrais voir. Et en tant que temps aussi, de pas mettre de pause, c'est quand même assez. Et puis on vit des émotions incroyables au cinéma. C'est des images en mouvement, bien sûr. C'est des couleurs. Après tout. D'autres réactions Vincent, c'est bon, Vincent ne veut plus parler. J'ai l'impression de faire un tour au poker là, tu sais, c'est bon, tu te couches, tu bluffes. Non, je pense qu'on est tous d'accord avec Gaël. On est tous Gaël, on est tous Gaël. Non, mais c'est vrai, les deux existent. Il faut Gaël, je suis Gaël. Les deux existent, c'est juste que maintenant les gens choisissent. Parce que mais en même temps, on aurait tellement de films. Si vous devez choisir entre le cinéma et le confort de la maison, allez. Là, je vous impose. Tu veux dire dans toute ma vie, si tu savais plus que les films au cinéma ou plus que les films chez soi, cinéma. Moi aussi. Ouais, cinéma.
Mais je te rends compte de toutes les anecdotes qu'on n'aurait pas si on n'avait pas le cinéma. Mais, c'est quand même incroyable. Mais dans l'autre, il y a quand même plein de moments, je sais pas, partagés en famille et tout, chez toi, tu vois. Oui, c'est clair. Après, il y a des films que tu revois chez toi, donc oui. Très bien. Bon, merci d'avoir participé à cette carte blanche en tout cas. Vous savez à quelle heure il est maintenant, hein, parce que moi je sais pas vu qu'on a enregistré cette émission en avance. Il est 20h, quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, une chose est sûre, je sais qu'il est l'heure du quiz. Yes. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Alors, ce soir, nous avons face à nous 3 équipes d'une seule personne. Finalement, vous avez pu faire 3 duel time. Oui, absolument. Chacun l'un contre l'autre. Donc Simon, Gaël et Vincent, vous jouez pour vous-même ce soir. Nous commençons par le titre du quiz, sachant que il n'y avait pas de film de chronique. Donc, étant donné que les cinémas vont bientôt réouvrir, nous avons fait un jeu de mots avec quiz et une salle de cinéma. Je vous laisse deviner laquelle. Un cinéma existant. Le Diago Quiz. Oh, ça peut être. Ça peut être plein de choses. Ça peut être en France. Ah, c'est en France. C'est pas que à Montpellier, quoi. Bah, ça peut être à Montpellier comme ça peut être en France. Moi, je ne sais pas. Je on vous peut laisse avoir les choix. On peut avoir une piste quand même. C'est plus en France. Il y a des cinémas qu'il y a dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Moi, je dirais. Bien sûr, le méga CGR de Lat Quiz. C'est dit quoi? Je peux nommer le petit quiz. Du coup, moi je veux dire le Quiztopia. Ah, pas mal. Bon, bah, moi le Diago Quiz. Comme ça, on aura cité un petit peu tout. Eh bien, c'était Diago Quiz. Mais le moment multi-quiz, c'était trop bien. On n'y a même pas pensé. Non, parce qu'on a. Et Quiztopia, on y a pensé. Et finalement, c'est le Diago Quiz. C'est bien ça. On était autour de Gaumont, mais pas avec multiplex. Comment multi-quiz, c'était génial. Bon, j'y croyais. Je suis si triste, j'aurais dû penser. Le quiz, bon. Est-ce qu'on passerait pas à la musique? Ah oui, allez, on va l'écouter en schlag, c'est ça? Je vais, bien sûr. Par contre, je vais mettre du son parce que j'en avais pas mis là. Vas-y. Est-ce que ça vous dit que je... Ah ouais, il faut que je choisisse mon lecteur. Les conditions du différé. Gaumont, c'est Gaumont. Ah, c'est ça qu'il faut dire, je comprenais pas, je me disais c'est le truc de la pub là. Est-ce que tu sais de quel film c'est tiré, Simon? C'est un film français. Non. Certainement, oui, certainement. Ouais. Bah, vu le nom du mec, oui, ça doit être un film français. C'est un film, mais je sais pas, genre des années. Je sais pas combien. Les années 60, non? C'est tiré de La Conquête de Xavier Duringer. Ah oui. Et donc, effectivement, c'est la musique du logo animé Gaumont, voilà, puisque c'est un retour en salle, nous avons fait la pub pour Gaumont. Voilà, donc tu as 2 points, Simon. Je la mettrai plus fort dans le montage, ok? On la met tout de suite plus forte d'ailleurs. Ouais, c'est parti. On s'en bat les couilles, vas-y. Donc, Simon, tu passes à 2. Les autres, pas encore d'entrée de points, mais ça va arriver. Oui. Vincent est genre, oui, ça arrivera un jour. On passe ça en or ou en bois. Spoil alert, non. Quentin Tarantino a révélé que son plan préféré de toute l'histoire du 7e art était tiré du western Spaghetti, culte de Sergio Leone, et il était une fois dans l'Ouest. Oh my god. En bois. Oh my god. Moi aussi, je tire en bois. En bois, le bon, la brute et le truand. Eh bien, c'était faux, tout à fait. C'était son plan préféré, c'était Le Bon, la Brute et le Truand, également, de Sergio Leone. Le plan en question, c'est pendant l'affrontement donc final dans l'arène, à la fin du film. La musique de l'orchestre monte en puissance et lorsqu'elle atteint son paroxysme, on peut voir un plan large de l'arène. Après avoir vu plusieurs petits plans de type en train de se séparer au duel, on voit soudainement toute l'étendue de cette esplanade et toutes les tombes qui entrent. Pourquoi on dirait Pablo Mira le mec? Ouais, c'est bien, un petit air. Bravo à vous, Simon. Muriel Ball. Le premier point pour Gagou et pour Vincent. C'est Gagou. C'est Team Gagou. Deuxième info. Dans la suite des protestations du mouvement Black Lives Matter, une pétition a été lancée pour interdire une attraction des parcs Disneyland, Splash Mountain, inspirée du film raciste Mélodie du Sud. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vrai. En or. Je dis en bois. Ouais, je vais dire en or aussi.
c'est en bois. Effectivement, parce qu'en réalité, la pétition déjà- ne veut pas l'interdire. Elle voudrait que le thème de l'attraction soit modifié et qu'elle s'inspire plutôt de La princesse et la grenouille et qu'on abandonne totalement Mélodie du Sud, ce qui serait quand même une bonne idée. En tout cas, Vincent, tu me l'avais dit faux, on est d'accord. Et bien, tu as 2 points, bravo à toi. Bravo à toi. Troisième en or ou en bois. Steve McQueen a dédié ses 2 nouveaux films, Lovers Rock et Mangrove, à George Floyd. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Il crois qu'il y a un a piège. dit, il a rajouté dans. Il a dit, il a George Floyd rajouté à la un fin, petit encart dans au début de ses films. Ouais, ça, ouais, Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais dire en Je or. vais dire Ouais, en or, non, moi aussi. non, allez. Bien, c'est vrai, les 2 films sélectionnés dans le festival de Cannes Hors les Murs 2020 sont dédiés à George Floyd et au mouvement Black Lives Matter. Ces films sont réalisés dans le cadre du projet Small Axe en partenariat avec la BBC et Amazon Studios. Ce qui fait 4 points pour Simon, 2 points pour Gaël et 3 points pour Vincent. On passe à la dernière info. Mélanie Laurent va réaliser l'adaptation du roman La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. J'ai aucune idée moi de ce qu'a fait Mélanie Laurent. Allez, en or, allez. En or. En or aussi. Allez, je dis en bois pour qu'il y ait l'esprit de Je contradiction. pense que ça va être en bois. Tu as raison, puisque c'est un bois. Puisque ce sera en réalité le roman Le Bal des Folles de Victoria Mass. Ce sera un film avec Lou Delage, voilà. Et ce sera pour 2042. 2021, Voilà. je pense. Donc Vincent, tu passes à 4. Oh là là, il Ça revient. sera distribué par Gaumont. Alors, Tu peux nous remettre le. On se remet la musique. Allez. Ne dis pas ça. Yes. Ouais, pas Yes. ça. C'est la réponse ça. Alors, donc, qui a dit? Ah, ok. Ah, bah La c'est réponse Spike Lee. Je n'oublierai jamais le moment où nous avons choisi les 2 gars avec Kevin Feige. C'était une sorte de John méditation ou d'incantation. Stanley. Kevin Qui est a mort. bien dû faire le tour de la table ovale une centaine de Iger. fois ce Non. samedi matin-là, Non. alors que je n'arrêtais pas de lui répéter, je pense qu'on devrait les appeler. James Gunn. Je savais à quel point cette décision était grave. Kevin a dit: nous ne prendrons jamais une décision aussi importante chez Marvel que celle qui est sur le tapis dans cette pièce ce Russo. samedi matin à 10h30. Anthony Quand Russo. on va téléphoner à Chris Hemsworth puis Tom Hiddleston, soit ça passe, soit ça casse. Kenneth Branagh. Bonne chance à tous. Bonne chance à nous. À nous. Vraiment, je t'avais dit de pas lire Kevin Feige, hein, parce que vraiment, c'est. Ah non, mais j'ai cru que tu m'as dit. Non, parce que entre guillemets. Bon, c'est pas grave, c'est Mais pas entre grave. guillemets, il y avait Chris. Et je pense que c'est ça qu'il fallait Non pas mais dire. c'est bien parce qu'ils ont pas compris direct que c'était quand même très bien. Donc oui, Kenneth Branagh qui à l'occasion de la sortie d'Artemis Fall, il est revenu sur son travail sur le premier Thor pour Marvel et il a expliqué à quel point son film avait été pivot dans l'univers Marvel et du coup il a raconté cette anecdote sur l'engagement de Tom Hiddleston et Chris Hemsworth. En tout cas, Simon, grâce à Kenneth, tu passes à 5. J'adore Kenneth. Qui. Ah non. Yeah. Ah non. En tout cas, Artemis Fall, voilà. Alors, on passe à la Sherlock Holmes qui vaut 3 points, je vous le rappelle, ça va aller très très vite. Je vais vous lire le crime, trouvez-moi l'auteur ou l'autrice du crime, c'est parti. Je suis à nouveau accusée de transphobie après avoir soutenu sur Twitter. Ah, c'est Caroline. Ah, Gagou. Franchement, Gagou, hein. Peut-être Gaël, parce que moi j'ai voulu bien le dire dans le micro en fait. Bah, et je me tu suis l'avais. avancé. T'as eu un. Tu l'avais, mais. Ouais, Gaël, j'ai tiens, entendu. pardon. Ouais. Donc je finis quand même. Je suis à nouveau accusée de transphobie après avoir soutenu sur Twitter et sur mon blog que le militantisme trans poussait à éroder la définition légale du sexe et à la remplacer par le genre. Tout en faisant un tort démontrable en cherchant à éroder la femme en tant que classe politique et bourg de logique. Effectivement, je lui disais bourgeoise de loin, oui. C'est J.K. Rowling, oui. Il faut noter que les 3 acteurs du coup principaux de la saga Harry Potter qui sont Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. absolument du coup ont unanimement pris position contre J.K. Rowling et ils ont apporté leur soutien à la communauté transgenre. Gagou, tu passes à 5 points. J'ai pas vu les repères. Quoi, c'est vrai? Eh bah oui, ils sont à fond la Sherlock Holmes. Ah, moi j'avais oublié. Et voilà, absolument. Donc voilà, JK, c'est elle fait sérieux. n'importe quoi sur Twitter. Et voilà. Mais bon, franchement. Et il n'y a pas de fin. Et pas que. Elle fait n'importe quoi. Et c'est dommage. On passe à un quiz spécial. Vous êtes très fort, vous allez trouver. Bah, salle de cinéma. Spécial. Salle de salles de cinéma. cinéma. Exactement, salle de cinéma. Ouais, la thématique était assez évidente. C'est pas Alors, vraiment ça en vrai, mais. oui, film dans lesquels il y a une séance de cinéma. Mais Ah oui, ça m'a dit tout. c'est bon, bye. Moi j'ai bien révisé Une du dimension coup, méta, quoi. en ayant vu la vidéo de Blow Up. Oh mais. Oh Putain, ça ligo, va. Non, on l'a pas vu. non, on ne l'a pas vu. C'est vrai qu'on aurait pu. Bon, bah, on va la regarder puis on. Et puis on vous dit, on fait des questions. Alors,
On passe à la première question qui est une réplique, un film. Dans question rapidité évidemment. Attention, tant que ça s'ouvre. Vendredi soir, Amélie va au cinéma. Amélie Poulain, le Amélie Destin d'Amélie Poulain. Bravo. C'est pas dire le Amélie Destin d'Amélie Poulain, donc c'est. Alors le film c'est Le Amélie Poulain de Amélie Poulain, exactement, que tu as trouvé Kangoo, avec la fameuse scène donc, où elle explique qu'elle aime regarder les gens dans la salle de cinéma et aussi les détails donc, qui sont dans les films. Trouver des informations que les autres ne voient pas. En tout cas, tu passes à 6, Gaël, tu prends la tête de ce quiz, Gaël. Simon, tu fais à 5, Vincent à 4. Oui, là, vous talonnez quand même. Hein. Là, c'est incroyable. On passe à Merci Québec. Nous en avons 2. Un compliqué, un plus facile. Est-ce que tu peux le faire avec l'accent des Vosges? Non. Ah oui. On commence par le compliqué ou je sais pas y arriver. L'accent des. Oh, j'arrive plus. Vous voulez lequel? L'accent des le facile, j'aime bien. Le facile ou le difficile? Le difficile. Non, facile. Le facile. Je commence par le difficile parce que c'est le premier sur la page. Alors, si je vous dis tornade. Bah... Geostorm. Non. C'était pas mal. Twister. Oui. Waouh, ça va. Oh oui, tout ça c'est juste un jeu avec des. Oui, bleus. Effectivement, Twister de Jeanne de Bonte, oui. Dedans, le cinéma en plein air et. Ouais, il y a Shining. Il y a Shining qui est diffusé, voilà, c'est ça. Donc voilà, oui, tout à fait. J'ai été choquée par ta réponse. Déjà, je connais le film, c'était dans Blow Up et c'était dans. Et il y a eu un honest trailer de Twister il y a genre 3-4 jours. Donc, et comment on est au courant, nous, ça, Simon? Les se sont alignés pour Twister. Oui, bon, du coup, tu passes à 6 grâce à Twister. On va passer au plus facile. Non, parce que c'était facile celui-là finalement. Donc là, ça va être difficile, j'espère. Pour l'amour d'Hollywood. La La Land. Exact. La La Land de Damien Chazelle. Je savais pas du tout. C'est le titre. En plus, j'étais choquée quand j'ai vu le titre. C'est pas si facile que ça. Non, il est pas si simple. Mais je le connais. Et parce qu'on connaissait plus La La Land que Twister, c'est pour ça qu'on Pour le coup, j'ai pas vu d'affiche avec ce titre-là, mais ça va être. Mais jamais j'ai vu ça de ma vie. Bon, Simon, tu passes à 7. Tu reprends à tête. Je vais faire cette question, les films qui datent ensemble de Adrien Méniel, la question, parce que c'est Michael Laura évidemment. Est-ce que vous connaissez Non, je ne connais pas le principe, Raphaël. Je l'explique. Je vais donner 2 synopsis que je vais mélanger, tac tac, tel un mélange assez homogène finalement, pour donner un truc qualitatif, de 2 films, donc un synopsis de 2 films, et vous devrez trouver le titre. Le titre mélangé de ces 2 films. Exemple, je vais raconter l'histoire de 2 films. Enfermé par un démon vengeur, un acteur quadragénaire veut prouver au monde qu'il est toujours dans le coup en sauvant Asgard. C'est exactement Thor Ragnarok et le film Rock'n'Roll, donc Thor Ragnarok et Rock'n'Roll. Donc voilà. Donc il y a ce principe de domino. Et de jeux de mots. Et de jeux de mots, évidemment. À Mexico, un jeune garçon sèche les cours pour aller au cinéma. Après la projection de La Grande Vadrouille, le jeune garçon rencontre son héros. Cléo, femme de ménage dans le cinéma, propose au jeune garçon de regarder le film avec son acteur préféré en avant-première. Ben, il y avait Cléo de Saint-Gassé. Ouais. Ah non, mais elle s'appelle Attends, tu peux en redire, c'est vrai. Moi j'ai un des 2 films. Moi j'ai un des 2 films. À Mexico. Ah, t'as lequel? À Mexico, un jeune garçon sèche les cours pour aller au cinéma. Après la projection de La Grande Vadrouille. Last Action Roma. Exact. Merde, j'avais pas ça moi. Last Action Parce que j'avais Roma et. Moi j'avais Les 400 coups. Et bah non. Elle peut pas savoir La Grande Vadrouille dans. Ah, t'as pas dans Roma. J'ai pas vu Roma. Bon, il y a une scène du coup de cinéma où ils regardent La Grande Vadrouille. Voilà. Mais Roma, donc c'était pour À Mexico et Cléo, la femme de ménage. Bon. Exactement. Et La Grande Vadrouille. Et La Grande Vadrouille. Oui, mais je pense qu'il faut voir le film là. Action Hero, du coup, il sèche les cours. Oui, il sèche les cours. Il voit le film avec son héros, non? Ah oui, c'est vrai. Putain, j'ai. Attends, c'est bien, c'est homogène normalement. Je préfère Last Action Hero à Roma. Marie, du coup, tu passes à 8, Simon. On passe au pas tourné. Question 5 propositions. Dans lequel de ces films n'y a-t-il pas de scène de cinéma drive-in? 5 propositions. Gaze, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2 frères, Christine, Pee-wee's Big Adventure. Attends, t'as dit quoi avant? Grise, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2 frères. 2 frères, c'est le truc avec les tigres là. Alors, tu parles mieux de 2 frères, s'il te plaît? Je déteste ce film. Il est incroyable ce film, ok? Bien. Christine et Pee-wee's Big Adventure.
Juste avant, à chaque fois j'oublie le. Christine. Ah, Christine. De John Carpenter. J'allais mourir parce que si j'ai la mauvaise réponse, je m'en voudrais toute ma vie. Et c'est que des films que tu aimes bien. Dans mais lequel il n'y la- a-t-il pas de scène de cinéma drive-in? Ouais, voilà. Grease, Eternal Sunshine, Deux frères, Christine ou Pee-wee. Il y en a deux que j'ai pas vu. Déjà. Il n'y a pas de Donc piège. déjà, voilà. Voter pour le contre. Il n'y a pas de piège, c'est que des films gris, c'est le vrai gris. Oui, voilà, on est sur les vrais films. Voilà. C'est le gris de Bon, on va vous les Grease de Randall Kleiser, Eternal Sunshine de Michel Gondry, Deux frères de Jean-Jacques Hano, Christine de Carpenter et Pee-wee de Tim Burton. Bon, ok. Bah go, j'ai envie de mourir. Ouais. Mais je vais dire. Ah non, ça me stresse tout. Vas-y, dis. Alors, J'ai commence marre, il par m'a Vincent, trouvé. si tu veux. Vas-y, commence. Allez, non, c'est horrible. On commence Moi, par j'ai pas vu les films en plus, C'est alors. horrible. Bien commencer par quelqu'un. Je sais pas, je vais dire. C'est quoi les films, les gars? Bah, moi je vais dire Oui, Eternal Sunshine. Moi, en fait, j'allais dire Eternal. Moi aussi, j'allais dire ça. On est trois à dire Eternal. Ouais. Mais ça me stresse que si je me Parce rappelle que j'ai pas, je l'impression m'en qu'on vais. voit pas de scène. Mais dans moi non la plus. scène. Moi non plus. Normalement, j'ai analysé ce film avec Trias. Monsieur Trias, attention. Hein. Alors? On est trois. Eh bien, Oh non. déjà Pee-wee, il y en a une. Évidemment, Je évidemment. crois qu'elle est citée dans Blow Up. Grease, il y en a une. Évidemment. Je m'en rappelle Ça plus. marche très bien à l'époque. Christine. Bah, il y en a une, c'est Il y en a une. une voiture. Bon. Ça, c'est sûr. Eternal Sunshine. Il y en a une. Il y en a une. Putain, c'est Ah quand ouais. Bah, je sais rappelle pas pas du la tout. question. Alors, je vais vous montrer la scène. Mais je me Est-ce rappelle qu'on peut à mettre pause 0%. Pourtant, j'adore ce film, c'est un truc de fou. Je l'ai vu hier dans mon historique, donc voilà. Mais je peux vous montrer après. Mais j'ai envie de mourir. Ouais, ok. Mais- Voilà, et donc deux frères, il y en a pas. Mais pourquoi Raphaël a mis deux frères? Alors c'est juste que moi, c'est le seul Tu l'as film que vu j'ai vu en dans drive donc je l'ai mis parce que C'est sympa. il est quand j'étais petit, donc il n'y avait pas vraiment de piège. En même temps, Ça se passe dans la. dans- Oui, je me disais, Oui, oui. mais je me disais, Eternal Je me suis Sunshine, dit, c'est c'est vraiment pas. tellement- Donc, C'est avec Guy Pearce, hein, c'est ça, deux frères. Oui, il y avait Guy Pearce, exact. Mais je suis choquée. Hein. En fait, ouais, ça m'a bluffé que deux frères, ça avait tellement rien à voir. Ah oui, mais- ça. Ouais, moi, je me Je suis savais pas Je me quand suis tu m'as dit, fait la tu question, sais, je me suis dit pareil. genre, Et je me suis fait avoir aussi. Il y a une mais- séance de drive-in de la savane, tu vois, Oui, ça, ouais. avec des tigres. Ouais, voilà. Ça Mais passe c'est pas Tu sûr sur regardes le Internet. Roi Lion. Eternal, ça me choque, j'arrive Mais pas. Je me fais le vu entièrement là. Sinon, on annulera ce point, et, qui n'appartient à personne finalement, donc Non, mais non, Oui, oui, de non. toute façon. Ça revient même. voilà, ça revient mieux. On va passer au casting 5 étoiles. Mais c'est la règle. Non, mais on rappelle là quand même. Je vais donner le casting d'un film en commençant Pour par les les noms peut-être les moins connus, Ouais. quoique, et vous devrez trouver le film dont je parle. Ok. Et Rapide. c'est un film où il y a une séance de cinéma. Exactement. Ok. Où le... C'est le thème. C'est le Il y a une thème. séance de cinéma. Ok. Scream 2. Mais, C'est insupportable. parce qu'il est... Parce qu'il que y a t'as des dit, blow-up. non, parce que t'as dit juste avant de lancer la question, quoique, il y avait peut-être des acteurs connus. Oui, parce qu'il y et a du Liv coup, Schreiber, ouais, et du coup, voilà. Jimmy Kennedy, Neve Campbell, Rose McGowan, Scream 2. David Arquette, Luke Wilson, Courtney Cox, Franchement, t'aurais dû Timothy Olyphant. enchaîner et quand même faire le casting. C'est pour ça qu'il faut pas donner des petits indices. Non mais là, clairement, Mais quoi que. Mais attends, Mais le c'est mec, pas un indice Attends, ça. attends. Mais Non, mais parce que genre, déjà je suis sauté maintenant. salle de cinéma Scream 2, la scène elle est genre plutôt connue, l'ouverture du Oui, film. voilà. Mais Simon, Eh. non. Mais il y a plein de films où ça fait ça quand Oui, même. mais du coup il m'a dit acteur plutôt connu. Genre c'est. Mais attends, c'est tu vois, ça se fait dans les films, dans les films, il y a quand même des acteurs connus de C'est façon Zoé plein de Saldana. Non, 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 non. c'est Tandy Newton Non dans plus. l'ouverture. Si, c'est une actrice connue, non? Elle est connue. Vous connaissez Tandy Newton ou pas? Je connais pas du tout. Voilà. Donc non, elle est pas connue. Ok. Mais Simon, vraiment, arrête de te référer à toi-même pour tout ce qui est connu. Tu sais Non, pas. mais Tu n'as pas c'est une. qui l'actrice qui a au Mais tout attendez, début mais. dans Bon, Simon, dans tu le passes à film. 9, mais franchement, en fait, c'était du mesmérisme. Tu vois, pensais que c'est c'était- Il n'y en a pas un où il y a. Ah, c'était sympa. C'était sympa, hein. Bon. En tout cas, il y avait Sarah Michel Gellar. Exactement, T'as pas Sarah vu, Michel c'est Gellar, tombé, Luke voilà. Wilson. Ah non, c'est Jada Pinkett Smith. Mais elle est pas du tout connue, Simon. Non, mais c'est la femme de Will Qui a joué Smith, donc c'est dans dans Oui, Collatéral. Mais je te rappelle dans. Ah, Non, mais du coup, elle a un petit peu. Elle est a un excellente. petit peu- Elle est. mais voilà, elle est avec la connue. seule scène de meurtre introductive. Ah, mais j'adore. C'est la scène de meurtre de Jada Pinkett. Mais elle est hyper. En plus, j'adore vraiment. Exactement. Bon, vous me saoulez. Tu veux Marie, tu lances. Elle est vraiment le seul. En même temps, t'es chiant. Hyper Il chiant. m'a dit quoi que. Tu te tais. Mais ça veut rien dire quoi que là, Simon. Oui, mais je sais que Elle est à Scream 2, il y a 0% des acteurs connue. genre connus qui sont en second rôle. Dans plein de films, il y a dans des tous les acteurs films, connus. dans Oui, tous mais les une films, c'est scène le de principe cinéma, du je me suis dit, film. il y a toujours pas eu Scream 2 en plus. donc. Bon, écoutez, on passe à la musique de film. Voilà. Dans quel film Scream 3. Alors attends, est-ce qu'on peut essayer à l'avance? Non, 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 t'es chiant. pense pas. C'est anti-jeu de faire ça en plus. Alors, Dans quel film entend-on cette musique qui arrive là. maintenant? Attends. Cinéma Paradiso. Attends, ça C'est Cité de la peur. Non.
Une grande année. La môme. Non, non. Attends, si, ça me dit quelque chose. Ça. Ouais, non. Même la voix, ça me dit pas. Moi, ça me dit un truc la voix, mais. Pas sûr. Alors, c'est deux artistes fabuleux qui travaillent. Le duo est incroyable. Ah non. Le duo là. Le duo est incroyable. Je sais pas comment. La voix, mais c'est un truc. La chanteuse a un nom très court. C'est Zaz. Oui. Avec Russell Crowe. Non, c'est juste qu'il est fan. Le deuxième artiste est du coup le compositeur du film. Ouais, le compositeur du film. Attends, c'est quoi? Ah, Micmac et Thierry Larigot, je vois bien. C'est un film extrêmement connu. C'est un film qui parle au cinéma. Ouais, très connu et où il y a une scène du coup de projection. Je vais lui donner un indice, il a gagné 5 Oscars. The Artist? Non. Et ils ont rajouté de la musique. Avec Zaz. Avec Zaz dedans. Un film avec Zaz qui a gagné 5 Oscars. Mais quel est ce film? Je connais pas ce film. Ça aurait pu être Masked Singer. Si, tu connais le film, vous connaissez. Je connais, il est très connu. Vous connaissez, le réalisateur est très connu. Le casting est très connu. C'était ces dernières années, hein, c'était pas les années 50. Oh oui, c'était les années 2010. 2010, attends, mais. Je parle de cinéma. 2009-2010. Ça parle de cinéma. Exact. J'ai que La La Land en tête. J'ai fait une émission avec le compositeur dedans. L'acteur principal de ce film était très jeune à l'époque et aujourd'hui c'est l'acteur principal d'une série Netflix qui a la hype, hein, je veux dire. Ouais. Asa Butterfield. Ouais, exact. Ah oui, je sais, j'ai trouvé. Hugo Cabret. Exactement. Je l'ai trouvé. Ah, je m'en rappelle. Il a gagné des Oscars celui-là. Je m'en rappelle. Oui. Donc, film de Martin Scorsese. Je l'ai jamais su. Sur du coup Georges Méliès, donc là, lors de la séquence finale, on peut voir donc projeter des extraits de ses films. Oui, dans une salle. Bah, ils ont Le trouvé roi du maquillage, la conquête du pôle. Ça c'est grâce à moi parce que je te parle tout le temps de lui là en ce moment. Et hop, voilà, tu te faufiles comme ça. Voilà. Et du coup, duo entre Zaz et Howard Shore. Ouais. Donc ça c'est assez fabuleux. Ouais. Et c'est même tu passes à 10. Donc tu vas avoir. Il est. Où il est australien. Mais en tout cas, il est très connu. C'est australien. Franchement, le Seigneur des Anneaux. Oui, il est peut-être anglais. Hein. De quoi? Howard Shore. Non, il est canadien. Canadien. Ah oui, c'est vrai. Bon bah dommage. On peut pas dire australien égale amour de Zaz. C'est ça qui. Non, effectivement. Mais en tout cas, Simon, comme tu as 10 points et que tu es en tête, tu vas pouvoir choisir le thème de ton duel time, à savoir que nous avons film visionné ou fictif ou avant. Film visionné ou fictif ou avant. Film visionné, c'est genre par rapport à nous. Mais écoute, tu choisis. Ah non. J'hésite entre film visionné et fictif. Allez, film visionné. Alors. Posez la question. Ah non, c'est vrai. Film visionné. Quel film les soldats regardent-ils dans Jarhead de Sam Mendes 2005, le film. 4 propositions. Apocalypse Now de Coppola, Full Metal Jacket de Kubrick, La Grande Illusion ou Il faut sauver le soldat Ryan. Film de 2005. Que tu as vu? Ouais. Tu peux me dire Apocalypse Now après? Full Metal Jacket, La Grande Illusion, pardon. Ouais, oui. Ouais, non, j'avais ça en tête. Ou Il faut sauver le soldat Ryan. Je dirais Full Metal Jacket. Ça me dit un truc. Mais... Putain, j'aurais dû prendre fictif. C'est noté. Dommage. Ensuite, nous avons Gaël avec 6 points. Tu as le choix entre fictif et avant. Fictif. Souvent, les films vus dans d'autres films sont fictifs. Du coup, ma question est la suivante. Dans laquelle de ces célèbres scènes est projeté un vrai film? Je vais donner que des scènes où c'est des films fictifs. À part une. C'est une autre. Évidemment. Le film vu par Jack Gyllenhaal et Frank dans Donnie Darko. Le film projeté à la fin de Inglourious Basterds. Le film en noir et blanc que regarde Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. Ou le film que regarde Cléo en salle dans Cléo de 5 à 7 d'Agnès. J'en ai marre de ce film avec le 5 à 7, je ne l'ai pas vu. Arrêtez de te parler.
Bah, aucune idée, j'ai envie de te dire. Attends, je me Donc, répète. un seul de ces 4 films est un vrai film. Sachant que, alors, je peux le dire parce que ça. Hein, Oui. C'est. à la base, c'était. la réponse était Gremlins, c'est juste que. Et comme tu l'as cité dans l'émission, ça a été changé. Ça a été changé. Fred, T'étais là, donc voilà. Tu peux redire, s'il te plaît. Le film vu par Jackie Gyllenhaal et Frank dans Denis Darko, le film projeté à la fin de Inglourious Basterds, le film en noir et blanc que regarde Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion, le film que regarde Cléo en salle dans Cléo de 5 à 7 d'Anis Vrel. C'est hyper dur. Je voulais le C'est un peu dire. compliqué. Hein. Si tu veux, je peux rajouter les Gremlins. Ouais, je vais dire Maman, j'ai raté l'avion. Déjà, t'as faux. Waouh. En plus, au début, je me suis dit pas lui. Et quand vous avez dit le truc des Gremlins, je me suis dit lui. Ouais, je sais pas. ça a changé quelque chose dedans, ouais. Ça, c'est Chris Columbus qui est derrière les deux. Ah, peut-être qu'il y avait un truc dans ma tête, pas du tout. Non. Vincent, tu as la question avant. Ouais, donc je choisis avant. Très bien, très bon choix. Lequel de ces biopics sur des réalisateurs ne présente pas de scène rejoignant une avant-première de leur film? Facile. Ouais. Dans l'ombre de Marie, Ed Wood, The Disaster Artist, Le Redoutable. Donc c'est parfait parce que j'en ai vu aucun. Ah ouais? C'est vrai, c'est parfait. Tu connais les films ou pas? Le Redoutable, ouais. Les premiers, non, je crois pas. Dans l'ombre de Marie, biopic sur Walt Disney. Okay. C'est pas logique. C'est pas une évidence, c'est vrai. Ouais, parce que je pense à me chercher. Ah oui, j'ai eu un plus un bug que Ed Wood, donc sur Tim Burton. voilà. Et The Disaster Artist sur Tommy Wiseau. Et lequel ne présente pas une séance d'avant-première. Lequel ne présente pas de scène rejoignant une avant-première de leur film. Tant qu'on vient de le dire, du coup, le redoutable Jean-Luc Godard. Hein, il a dit qu'il connaissait, je ne l'ai pas sais, dit. Mais bon, pour les auditeurs, auditrices. J'aurais préféré avoir ça. Ça peut changer. Et ben je vais dire Dans l'ombre de Marie. Putain. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la bonne réponse. C'est Ed Wood, Ed Wood, et le redoutable, je me rappelle que. Ah non, le redoutable, moi je sais pas, je me suis dit, mais il va à la fac en fait. Et tu sais, il y a des. Bon, on commence par toi, Simon, ok? Ouais. Bon. Alors. Le film de Shawn Mendes, Jared, donc qui est sorti en 2005, raconte l'histoire de soldats qui partent en Irak. Embobiné un petit peu, donc Full Metal Jacket, c'était logique. Apocalypse. Exactement, Gaëlle avait la réponse, elle aurait gagné. C'était bien Apocalypse Now, et donc. Je pensais Full Metal Jacket, tu vois. Full Metal Jacket, donc tu descends à 5, Simon. Je continue avec toi, Gaëlle. C'est tout à fait moi. Bon, elle est à la faux. Alors, le film que regarde Cléo, c'est un film fictif donc qui s'appelle Les Fiancés du Pont de Mac McDonagh avec Jean-Luc Godard et Anna Karina dans le film, donc c'est un faux film, J'adore. assez curieux. Le film projeté dans Inglourious Basterds, donc tu le sais très bien, c'est un film réalisé par Robert Rodriguez. Eli Roth. C'est un faux film, La fierté de la nation. Le film en noir et blanc que regarde Kevin McAllister, Maman j'ai raté l'avion. C'est tellement drôle. C'est un faux film, malheureusement. Avec l'actrice qui joue la mère et... comment elle s'appelle Ouara. Oui, Catherine O'Hara. Catherine, c'est pas le personnage de Autant n'importe quoi. Non, si, c'est ça. C'est Scarlett, moi. Scarlett, voilà. Je me dis, il y a un truc quand même. Oui, j'étais là, il y a un truc quand même. Et donc, c'est bien Denis Darko. Et parce oui. qu'il regarde Evil Dead ou La dernière tentation de. J'aurais dû dire ça, je reconnais que ça a plus de logique. Ouais. Du coup, Gaëlle, tu descends à 1 point. Effectivement. Vincent Alors, avec combien de points dans Ed Wood, J'avais 4. Évidemment. il y a une scène d'avant-première, évidemment. Ouais. Dans The Disaster Artist, Évidemment. il y a une scène d'avant-première. Le redoutable, j'ai l'impression qu'il y a une scène d'avant-première aussi. Mais... Eh bien non, il n'y a pas de scène d'avant-première dans Le Redoutable, puisque comme tu le disais, c'était des scènes à la fac. Ah, voilà, et Michel Hazanavicius a dit qu'il ne voulait pas représenter Godard au travail, il voulait parler de son histoire d'amour essentiellement. Et il n'y a pas de scène d'avant-première, par contre dans L'ombre de Marie, à la fin, et du coup il y a l'avant-première de Mary Poppins. En même temps, c'est un biopic genre classique américain, donc c'est logique qu'il fasse. Mais du coup, tu tombes à moins 1 point. Je suis désolée. Victoire de Simon, mais par échec total de tout le monde. Échec total, ouais.
Bon bah merci beaucoup pour ce quiz. Merci à toute l'équipe présente ce soir d'avoir participé à ce numéro hors série. Il y en aura eu beaucoup cette année à cause du coronavirus. On se retrouve dans 2 semaines. Je dis 2 semaines, je pense 2 semaines c'est bien pour terminer l'année avec une émission normale. Non, une émission normale maintenant qu'il y aura des sorties sur les dernières sorties cinéma et puis sur nos attentes pour l'été aussi. Oui, non, on pourra parler de ça à la rigueur. Mais voilà. Ce soir on se quitte avec un single qui fête ses 24 ans, Killing Me Softly With His Song par les Fugees, issu de leur mythique album The Score. Alors pour la petite histoire, Killing Me Softly With His Song est une reprise du hit de Roberta Flack qui était elle-même une reprise du morceau du même nom par Laurie Lieberman. Mais si j'ai aussi choisi ce titre iconique pour nous quitter ce soir, c'est pour son clip. Souvenez-vous, le clip de Killing Me Softly With His Song, vous vous rappelez pas? Si, c'est celui avec la salle de cinéma là, tu sais, ils vont au cinéma. Voilà, bah oui, il nous fait vivre l'expérience d'une séance de cinéma très animée aux États-Unis, de quoi envie de retourner au plus vite au cinéma. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est presque tous les mercredis en ce moment et c'est encore un petit peu maintenant. Bisous. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is why Clef Refugee cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly
Clef Croswell. My man Little Bass. Jerry one time. This is how we Refugee camp. Yeah. Everybody got a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.